Bon, ben, bonsoir. Ça marche, ça, ouais. On va commencer cette première session de l'année 2023, donc des regards croisés. Bon, je vous connais pas, mais je vous souhaite quand même une bonne année. Euh, il n'y a que des bonnes choses. Alors, réchauffement climatique, une guerre par-ci, par-là. Enfin bon, ça va être top, on le sent bien. Mais on va quand même se faire plaisir. Et puis, donc le premier petit plaisir de regard croisé cette année nous sera apporté par deux collègues qui sont Simon. Ben, vous pouvez venir vous installer, hein. Donc, je présente en premier la personne qui vient du plus loin, donc Simon Chollet, qui est maître de conférence en écologie à l'Université de Rennes, mais il n'est pas totalement étranger à Montpellier, puisqu'il y a fait sa thèse au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive, laboratoire dans lequel je suis moi-même chercheur. Et donc, comme le monde est petit, on l'a apparié ce soir, si j'ose dire, avec Virginie Maris, que vous connaissez peut-être de nom parce qu'elle fait des livres, donc une certaine notoriété. Donc Virginie est philosophe, chercheuse au CNRS et est aussi affectée, enfin travaille aussi au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et donc aujourd'hui, ils vont nous parler de naturalité et de réensauvagement. Alors, je vais vous faire une petite introduction freestyle à ma sauce euh, que je n'ai pas vraiment préparée, enfin j'ai un peu réfléchi. Mais je vais partir de, bon, peut-être que vous le savez, la Terre, elle a à peu près 4 milliards et demi d'années. Les premières formes de vie sont apparues vers entre 3 milliards et demi et 4 milliards d'années. Et puis les premières cellules, c'est un peu plus récent, hein, vers 3 milliards. Et on a de la vie multicellulaire qui apparaît vers 2 milliards d'années. Et puis, il se passe plein de choses, hein, apparition de plein de formes vivantes au cours de cette histoire, hein, qui est assez merveilleuse. En tout cas, moi, elle m'émerveille tout le temps quand je me plonge dedans. Et il y a une dizaine de millions d'années, commencent à apparaître sur la Terre des espèces de gros machins qui se déplacent un peu comme ça. On appelle ça les grands singes. Et un peu plus récemment, il y a une branche vers 6-7 millions d'années qui se sépare et qui va former ce qu'on est nous aujourd'hui. Et cette branche, donc, elle donne naissance à l'homme moderne vers 300 à 400 000 ans. Donc, je fais l'équation, je fais le ratio 300 à 400 000 ans sur 4 milliards. Donc, ça fait à peu près un 10 millième. Donc, on occupe la planète depuis un 10 millième de son histoire. Je fais un deuxième petit détail aussi. La planète, là, pendant 300 millions d'années ou 400 millions d'années, elle a accumulé des gaz, du pétrole, du charbon. Et donc, après cette période-là. Donc, nous, on est arrivé, homme moderne, il y a à peu près 300 000 ans. Et puis, on a commencé à être vraiment impactant sur la planète il y a, allez, on va dire 10 à 20 000 ans. Et carrément très impactant depuis à peu près 300 ans. D'ailleurs, en 300 ans, ou dans les 200 ou 300 ans à venir, on aura ponctionné en termes de gaz, de pétrole, ce que la planète aura mis 300 millions d'années à produire. Donc, on est allé 1 million de fois plus vite pour détruire que ce que la planète avait fait pour produire. Et puis, par ailleurs, on a un impact sur la planète qui est de l'ordre du géologique. C'est-à-dire qu'avec tous les bâtiments qu'on a plantés partout, les géologues, dans 300 millions d'années, auront aucune difficulté à reconnaître le moment où on était là. Donc, ça s'appelle effectivement avoir désensauvagé la Terre. Désensauvagement de la Terre. On l'a rendu un peu civilisé. C'est-à-dire qu'en fait, on l'a mis à la mesure de notre gros cerveau, qui fait que des choses sympathiques. Et puis, bon, on s'est quand même rendu compte qu'on avait fait deux, trois bêtises, comme pomper effectivement toute l'énergie, saccager les forêts, enfin, etc., etc. Vous savez aussi bien que moi. Et puis, depuis quelques temps, il y a quand même des gens, hein, depuis peut-être, mettons, 200 ans, qui se posent des questions un petit peu pour aller dans le sens inverse, et c'est-à-dire se poser la question de savoir comment on peut un peu refaire les œufs qu'on avait mis en omelette. Et il y a pas mal de courants de pensée sur le sujet, mais une des manières de faire, c'est effectivement de retourner vers une certaine forme de naturalité et de retourner aussi vers ce qu'on appelle un réensauvagement, c'est-à-dire quelque chose qui pourrait ressembler, si on laisse évoluer assez longtemps, à ce qu'était la planète avant que notre gros cerveau y débarque il y a environ 300 000 ans. Alors, je ne pense pas que Simon et Virginie vont remonter à les 300 000 ans, mais ils vont nous expliquer un peu ce que ça peut être, effectivement, cette naturalité et ce réensauvagement. Et je les en remercie d'avance.
Merci à toi. Ouais. Merci et bonsoir à toutes et à tous. J'en C'est lancé, profite c'est pour bon. remercier Biodivoque et puis en particulier Philippe, Gaël pour leur invitation, leur accueil. Et on va essayer cet exercice à mi-chemin entre la conférence et la conversation. Alors, ce serait une conversation, quelque chose comme ça. Et c'est Simon qui va introduire notre propos. C'était naturalité et réensauvagement. Si on a décidé d'essayer de discuter un peu autour de ces notions-là, c'est parce que je vous avez peut-être entendu parler selon votre bagage et d'où vous venez et ce que vous faites, ça commence à être des thématiques qu'on commence à voir apparaître, en particulier dans le grand public. En fait, c'est à la base, effectivement, une question plutôt de biologistes ou d'écologues qui commence à prendre beaucoup d'ampleur dans différents médias au travers de quelques publications un peu phares. L'une d'elles, c'est moi qui la présente, c'est un livre de Virginie, La part sauvage du monde, qui avait pas mal apporté d'éléments là-dessus, mais également des livres de Baptiste Morisot, dont vous avez pu entendre parler, ou alors, plus d'un point de vue naturaliste, des Cochets, avec un livre qui s'appelle Réensauvager la France, Réensauvageons la France, je ne me souviens plus du titre exact, et l'Europe réensauvagée. En gros, on commence à avoir de plus en plus de personnes qui s'intéressent à cette question, et ça rejoint l'introduction qu'on a eue sur il serait nécessaire, on ne peut plus se contenter seulement de protéger la nature, mais il est nécessaire d'essayer d'aller plus loin, de regagner du terrain, et ça, le réensauvagement pourrait être une des méthodes pour le faire. Donc juste en guise de préambule, 2 exemples pour vous montrer un peu ce que peuvent être et des exemples connus et qui ont été très souvent évoqués de réensauvagement. Un premier, à la base pas très joyeux, puisque c'est les terres qui entourent Fukushima au Japon. Donc suite à l'accident nucléaire de 2011, on a eu forcément, on a dû évacuer une partie de la population. Et donc on s'est retrouvé avec une zone qui fait environ la taille de la Martinique à peu près, on a retiré les activités humaines. C'était une zone qui était extrêmement peuplée avant, avec l'agriculture, tout un tas d'usages. Mais du coup, forcé et contraint, on a dû retirer les humains de cette zone. Et ça, c'est tragique dans l'idée juste de l'accident nucléaire. Par contre, pour un écologue, ça représente une expérience grandeur nature assez faramineuse. Ça teste en fait justement les idées du réensauvagement. Qu'est-ce qui se passe si on enlève tous les usages humains du jour au lendemain sur une zone qui fait à peu près la taille de la Martinique? Bien sûr, on est dans un cas d'accident nucléaire, donc du coup, on a un taux de mutation des espèces qui est faramineux, puisque du coup, c'est des agents mutagènes. Mais du coup, ce qu'ont montré un certain nombre d'études scientifiques qui ont été menées à Fukushima, et d'ailleurs les mêmes ont été menées plus ou moins les mêmes à Tchernobyl, c'est que malgré le taux de mutation et donc du coup le côté négatif de l'accident nucléaire, on se retrouve avec des populations d'un grand nombre d'espèces qui sont plus fortes que celles qu'on a dans les zones soit avant l'accident, soit dans les zones périphériques. Donc ça veut dire que malgré la dangerosité nucléaire, le fait d'enlever les humains et leurs activités procure une sorte de bénéfice qui dépasse le côté négatif lié aux radionucléides. Donc ça, c'est un premier exemple qui peut quand même nous questionner et un peu attiser l'envie de se dire, mais finalement, ce réensauvagement, c'est peut-être pas quelque chose de complètement bête, puisqu'il semblerait bien que si on laisse un peu plus d'espace à la nature, voilà, un peu plus, même beaucoup plus, puisqu'on a enlevé tous les humains, mais il se passe quelque chose. Okay, donc ça, c'est un premier exemple. Deuxième exemple, juste pareil, en guise d'introduction, très repris aussi, très souvent cité, pas du tout le même style d'histoire, ça s'appelle Pleistocène Park. Donc ça se passe en Russie cette fois. Là, c'est une volonté purement anthropique dans une zone qui était non peuplée, pour le coup. On est dans le grand nord sibérien russe, donc du coup, une zone très peu peuplée. Et un scientifique a décidé, dès la fin des années 80, d'acheter des terres et de réensauvager la zone, c'est-à-dire introduire tout un tas d'animaux, certains locaux, certains non, tout un tas de grands herbivores en particulier, avec l'idée de créer, son idée c'est de revenir au Pléistocène. Le Pléistocène, c'est l'époque géologique qui précède la nôtre en fait. Et donc du coup, c'est de revenir aux grandes faunes qui ont pu exister avant que les humains ne mènent à leur disparition. Alors ça paraît être un projet un peu fou de se lancer dans quelque chose comme ça. On reviendra dessus un peu plus tard, mais en fait, l'idée n'est pas complètement... Enfin, qu'est-ce qui a mené à cette idée-là?
c'est pas pour sauver les animaux. C'est pas ça qui a fait que Zimov s'est lancé dans ce projet-là. Son idée, c'était de lutter contre le changement climatique, ce qui était assez visionnaire à la fin des années 80. Alors, comment est-ce qu'on lutte contre le changement climatique en mettant des grands herbivores? Son idée, c'est de dire, en gros, ce qui se passe sous ces latitudes, les températures sont très froides en hiver, du coup le sol gèle et le sol reste en permanence gelé, ce qu'on appelle le pergélisol ou le permafrost. Depuis qu'on a enlevé une grande partie des grands herbivores, ces grands herbivores du coup ne sont plus en train de gratter la neige l'hiver pour accéder à la nourriture, accéder à l'herbe, et donc du coup, il y a une couche de neige protectrice qui se met pendant tout l'hiver et qui va empêcher le refroidissement du sol. Du coup, le sol gèle moins fort pendant l'hiver. Quand l'été revient, du coup, le sol a moins gelé pendant l'hiver, du coup, il se dégèle plus rapidement. Du coup, ça relargue un certain nombre de gaz à effet de serre, en particulier du méthane. Et donc, du coup, Zimov propose de dire, si on veut enrayer le changement climatique, il faut qu'on réintroduise des grands herbivores pour qu'ils grattent à nouveau la neige pendant l'hiver et ainsi que le sol gèle plus. C'est ça son idée. Alors, il se trouve que bon, lui, je ne vais pas m'embarquer sur le débat de est-ce que c'est intéressant ou pas d'un point de vue du changement climatique. Par contre, ce qui est assez intéressant, c'est que depuis, cet exemple a été repris par énormément de gens qui voient ça comme une opportunité finalement de réintroduire des grands herbivores et que ça peut avoir une fonction pour protéger la nature. Du coup, là maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est qu'avant de se lancer dans le réensauvagement en tant que tel et la naturalité et ce que ça peut apporter, on a décidé d'essayer de faire un petit aspect un peu rétrospectif. Qu'est-ce qu'on fait actuellement pour protéger la nature? Pour comprendre pourquoi cette perspective du réensauvagement est intéressante, il faut comprendre qu'est-ce qu'on fait jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de vous présenter maintenant. Et donc, si on regarde les deux exemples qu'on a choisis comme étant, enfin que Simon a choisi comme étant des exemples assez médiatisés et un peu extrêmes de ce qu'on peut entendre par des projets de réensauvagement, on voit qu'il y a déjà une cartographie un petit peu qui se dessine. Il y en a un qui ne prend aucune référence temporelle, Fukushima, c'est juste on s'en va et on regarde ce qui se passe, versus Zimov, le parc Pléistocène qui a une sorte d'horizon ou d'imaginaire lié aux écosystèmes supposés du Pléistocène, donc un rapport différent à la référence temporelle, un rapport différent également au niveau d'intervention. On va trimballer des chameaux, des bisons à travers la planète versus on va simplement attendre de voir ce qui se passe. Donc, la question du temps, la question de l'intervention. Et puis, bon, dans le cas de dire Fukushima, évidemment, c'était de toute façon pas une expérimentation et c'est un effet non désirable, mais il y a aussi dans la façon d'aborder ces questions, des cultures scientifiques un peu différentes et des paradigmes d'écologie scientifique un peu différents qui agissent. Et donc, c'est ça qui nous servira un petit peu de guide, cette question du temps, cette question de l'intervention et cette question du fond scientifique pour arpenter ce paysage du réensauvagement, pour pister les réensauvageurs. Mais avant cela, effectivement, s'il y a cet enthousiasme et cette impression de nouveauté autour de la notion de réensauvagement, on va en quelques mots évoquer dans quelle généalogie de la conservation ça se situe. Et pour les besoins de la cause, moi, je m'en tiens à une généalogie assez européenne de la conservation. On peut dire que les premières formalisations, institutionnalisations explicites de la protection de la nature, elles se font autour de la notion de patrimoine naturel. En Europe, ça se constitue à partir, on va dire, à la fin du 19e siècle. Et le patrimoine naturel, c'est quelque chose qui est valorisé en tant que, selon une forme de valeur esthétique et culturelle. La première réserve naturelle est exemplaire de cela, puisque c'est la réserve de Fontainebleau, qui est une réserve d'artistes et qui va être mise en régime de protection pour perpétuer et transmettre dans le futur la beauté du site, la richesse
de cet environnement. Et puis, à plus grande échelle, on a une série de parcs nationaux, essentiellement d'abord en haute montagne, hein, qui vont voir le jour dans le milieu à partir des années 60. Le premier étant le parc de la Vanoise. C'est donc dans une logique esthétique et patrimoniale que c'est d'abord institué ce souci pour la nature et pour sa protection, et notamment pour le monde vivant sauvage. Très loin, alors peut-être qu'on ne va pas l'aborder frontalement dans notre présentation, mais c'est quelque chose de suffisamment important pour qu'on revienne peut-être dessus dans la période de questions. Très loin des imaginaires de la wilderness, de la nature sauvage qui alimente la montée, l'institutionnalisation de la protection de la nature dans le contexte nord-américain, en particulier avec le Wilderness Act et les parcs nationaux américains. Donc voilà, pensez que d'emblée, cette protection de la nature européenne et française en tout cas, française hexagonale, se constitue autour d'une idée d'un patrimoine qui est, dans le cas des montagnes par exemple, un patrimoine à la fois naturel, esthétique et culturel, caractérisé par des usages patrimoniaux justement, en particulier en termes d'élevage. Et les milieux qui sont valorisés et qu'on souhaite préserver sont bien souvent des milieux issus d'une longue histoire de coévolution, de coadaptation entre certaines pratiques humaines et les milieux naturels. On pourrait dire, c'est un petit peu l'essence de cette notion de patrimoine. D'ailleurs, ça se traduit en anglais par heritage. Le patrimoine naturel, c'est le natural heritage. Et c'est vraiment cette idée qui est très forte et très explicite dans les premiers écrits d'une responsabilité de maintenir quelque chose et de le transmettre. Et donc, dans cette idée qu'il faut maintenir et transmettre, on peut déceler une vision, alors d'un point de vue biologiste, on pourrait dire fixiste, mais en tout cas conservationniste, non stable, voilà, je trouve ça plus intéressant, l'idée d'une stabilité. L'enjeu, c'est vraiment cet enjeu de transmission, et donc on est tributaire d'une conception de ce à quoi l'on tient quand on tient à protéger la nature, comme quelque chose qui est stable et que l'on souhaite conserver en l'état pour le transmettre. Peut-être, Simon, tu allais nous donner des exemples de la façon dont, là, je parle de la fin 19e et puis toutes les années 60, 70, l'institutionnalisation des parcs nationaux en particulier. Et on peut voir aujourd'hui ce rapport patrimonial à la conservation, quelle est sa forme la plus évidente. Oui, effectivement, ce qui est intéressant, ce rapport patrimonial, effectivement, on a commencé à protéger la nature en intégrant très fortement finalement la notion de patrimoine, d'héritage et du coup les activités humaines. Et moi, en tout cas, mon sentiment en tant qu'écologue, c'est que chez les protecteurs de la nature actuellement, on l'a un peu oublié dans le cas de la protection de la nature, par exemple en France. Mais c'est typiquement ce à quoi, cette idée, c'est ce qui a découlé par notre manière principale de protéger la nature, à savoir établir des listes d'espèces protégées qui donnent elles-mêmes lieu à des espaces protégés. En gros, pour protéger la nature actuellement en France, on a différents outils, mais l'un des outils principaux qu'on utilise sont les aires protégées. Et ces aires protégées, on les décrète parce qu'elles abritent des espèces protégées. Donc en gros, on a une grande diversité du vivant, mais là-dedans, on va en sélectionner que quelques espèces qu'on va dire, celle-ci, on considère qu'elle a de la valeur et justement, elle a cette valeur d'héritage et on devrait transmettre. Alors, bien sûr, on peut se donner des critères pour le faire, qui sont aussi des critères on va dire, scientifiques, objectifs. Ce n'est pas forcément du patrimoine comme pouvaient l'entendre les conservateurs du 19e, mais il n'empêche que ça découle quand même globalement de cette même idée. Je peux juste ajouter que, en fait, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers, le vocabulaire technique, et quand on parle d'espèces patrimoniales. Ouais, c'est comme ça qu'on les désigne. Le terme général, comme il y a différents niveaux de protection, que c'est très technique, on a tendance à dire pour l'ensemble, on dit ce sont les espèces patrimoniales. Donc du coup, même dans le vocabulaire, on garde cette idée finalement. Du coup, ça donne un réseau d'aires protégées en France qui est assez vaste. On se retrouve avec différents types, plus ou moins forts, mais on couvre une partie du territoire. Ce qui est intéressant, là encore, quand on parle à des naturalistes ou à des écologues, on a tendance à voir justement les premiers parcs nationaux, les grands espaces ou les réserves naturelles, mais surtout les parcs nationaux comme un peu, justement,
certes, on est conscient qu'on n'est pas dans des grands espaces américains complètement sauvages, mais quand même, quand on va se balader dans le parc national des Pyrénées ou dans le parc de la Vanoise, on a quand même un peu ce sentiment d'être un peu loin des hommes et on voudrait au moins un peu espérer que les humains interviennent assez peu sur ce milieu et qu'on profite de la nature sauvage. Et en fait, ça, dès qu'on regarde un peu, non, ce n'est pas le cas, clairement pas. Même nos espaces les plus sauvages en France, les parcs nationaux, comme disait Virginie, ils ont été créés dans les décrets même de création, on intégrait le pâturage. Là, le petit graphe, ça vous représente dans les différents parcs nationaux, donc parc national des Pyrénées, du Mercantour, des Écrins et de la Vanoise, la proportion de territoire du parc qui est consacré à l'agropastoralisme. Donc, en gros, dans un parc comme celui des Pyrénées, on est à 60% du territoire du parc qui est recouvert par des activités agropastorales. Donc, on est très loin en fait d'un parc de nature sauvage. En fait, ce sont les troupeaux qui maintiennent les paysages comme on les voit. En gros, certains paysages emblématiques qu'on imagine comme étant vraiment l'image d'Épinal d'une vision des montagnes françaises, elles sont intégralement créées par les activités humaines et en particulier par le pastoralisme. À tel point, en fait, ce qu'ont pu montrer même des études, celle qui est mentionnée, celle de Carcaillet par exemple, dans les études qui ont été menées, c'est que la limite de la forêt, qu'on considère comme un phénomène biologique qu'on peut assez bien expliquer d'un point de vue d'écologue. En gros, la forêt s'arrête selon les continents, selon les zones où vous êtes. La forêt s'arrête tout le temps à des altitudes différentes, mais plus ou moins tout le temps à une même température, un nombre de degrés par an. En gros, il faut qu'il fasse une certaine température à l'année pour que les arbres puissent pousser. Au-delà, ce n'est pas le cas. Et si on regarde dans les montagnes européennes, et en particulier en France, dans les parcs nationaux, cette altitude, elle est largement inférieure à celle qu'elle devrait être. En fait, la forêt n'a jamais réussi à recoloniser, c'est les activités pastorales anciennes. Là, on est au début du néolithique, qui ont empêché la reconquête de la forêt et qui, du coup, ont créé les paysages qu'on observe. Donc, dans cette histoire de la conservation et la succession de paradigmes qui la ponctuent, on peut identifier une sorte de nouveau paradigme, de nouvelle approche autour de la notion de biodiversité. Donc cette notion, le terme lui-même, il apparaît en 86, c'est dans la foulée d'un colloque de la Société américaine de sciences qui était dédié à la biological diversity. Et donc biodiversité, c'est la diversité biologique et c'est défini de façon un peu formelle comme la diversité du vivant à tous ces niveaux, à ces différents niveaux d'organisation et la diversité des interactions entre les éléments du vivant. Donc ça émerge vraiment. Alors que je parlais de Fontainebleau et des peintres de Fontainebleau qui ont été un peu les lobbyistes de la première réserve, ça émerge vraiment dans une communauté scientifique, une communauté d'évolutionnistes, d'écologues, beaucoup de biologie des populations, un peu de paléontologues aussi, qui sont catastrophés par la vitesse de la dégradation de la diversité du vivant et en particulier par la disparition des espèces supposées associées à la disparition de l'habitat forestier tropical. On sent que c'est vraiment le sentiment d'urgence qui préside à la montée en politique de la notion de biodiversité est vraiment lié aux assauts que différents chercheurs observent. En particulier sur les forêts tropicales qui sont des points chauds de biodiversité et dont on sait que finalement la forêt disparaît bien plus vite que nous ne sommes capables de recenser et d'identifier les espèces qui la composent. On pourrait dire que vraiment, même si l'approche patrimoniale n'est pas complètement indifférente à la valeur écologique et à des notions comme la rareté, l'endémisme, c'est vraiment autour des travaux sur la biodiversité qu'on va structurer la
considération d'une valeur écologique en tant que telle. Et ce terme, d'ailleurs, qui maintenant, c'est vraiment répandu, je pense, dans l'ensemble de la société, ce terme était au début considéré comme un terme un peu barbare et un peu excluant, car très scientifique, voire même technoscientifique. On peut mentionner donc que dans cette approche de la biodiversité, comme elle se déploie à partir des années 86, le terme biodiversité va d'abord se répandre dans la littérature, complètement internalisé dans les politiques publiques. Mais 86, c'est la sortie du bouquin dont vous aviez furtivement aperçu la couverture tout à l'heure. Et en 92, au sommet de la Terre, va être rédigée et signée la Convention sur la diversité biologique. Vous avez dû entendre parler de la COP 15 qui a eu lieu à Montréal en décembre, qui est donc la conférence des parties de cette convention. Donc, une impulsion scientifique, mais qui essaye vraiment de mettre à l'agenda politique et à l'agenda des politiques internationales l'urgence qu'il y a à protéger pas seulement, et peut-être même pas mais la diversité des formes de vie sur Terre. Donc, de toutes couleurs confondues. Et on peut dire, du coup, de la même façon qu'on pouvait montrer qu'il y avait une forme, une vision du monde assez stable, véhiculée dans les approches patrimoniales, on peut, je souligne le fait qu'il y a une vision assez scientifique, voire scientifico-technique de la conservation qui s'instruit dans la fin de ces années 80 et notamment avec la création de sociétés savantes, la Société savante de biologie de la conservation, la naissance de cette discipline de biologie de la conservation qui progressivement vont devenir les sciences de la conservation. Mais dis-moi, Simon, quelle forme cela prend-il donc aujourd'hui? Magnifique transition. Non, mais effectivement, en fait, ça se retraduit aussi, cette vision-là, elle se retraduit aussi dans la vision de la conservation qu'on peut avoir actuellement en France, cette vision un peu, justement, peut-être le travers technoscientiste qui a pu amener la vision biodiversité, ça a amené une vision assez comptable, en fait. La notion émerge dans les années 80 et jusque dans les années 90, se développe dans le monde scientifique, et du coup, elle s'est appliquée un peu plus tardivement dans le monde de la conservation, on va dire, de terrain. Mais à partir des années 2000, en fait, on commence à avoir l'émergence en France, par exemple, pour tous les espaces protégés français, de plans de gestion. Ces plans de gestion sont basés sur des inventaires des espèces, en particulier des espèces patrimoniales. Donc, on garde l'idée de la patrimonialité, mais maintenant, on commence à quantifier de manière systématique et ça devient l'objectif même de la conservation. La conservation, ça se résume, je caricature volontairement pour aller vite, mais à un nombre, une quantité d'espèces patrimoniales. Et plus la diversité est forte, plus on est content. Ça, c'est un exemple typique de ce à quoi ça peut mener. Dans le cas de la protection des espèces, alors là, on est dans des paysages qu'on appelle des tourbières. Donc, les tourbières, c'est un écosystème très particulier qui est dominé par, en particulier, des mousses, des bryophytes, dont les sphènes, qui sont particulières parce qu'elles sont ingénieures de leur écosystème. Elles créent leur propre écosystème en se gorgeant d'eau et en acidifiant le milieu. Donc, elles créent leur propre écosystème. Et dans ces milieux très particuliers, on a tout un tas d'autres espèces qui viennent s'installer, qui sont justement des espèces rares et donc qu'on a patrimonialisées, pour lesquelles on a attribué une valeur parce qu'elles sont rares. Typiquement, c'est la drosera que vous avez à droite, une petite plante carnivore, mais on en a d'autres. On a tout un tas de petites espèces de plantes et d'insectes qui vivent principalement dans ces tourbières et qui sont donc des espèces rares. Le problème, entre guillemets, c'est que ces espèces sont des espèces pionnières. C'est-à-dire qu'en gros, leur habitat principal, c'est les zones perturbées, naturellement perturbées. Dans les tourbières, quand il y a des animaux qui viennent se balader ou pour diverses raisons, on peut avoir des perturbations du sol. Et dans ces petites perturbations du sol, on va avoir ces espèces pionnières qui vont se développer. Les drosera, ces plantes carnivores. Dans un monde où la conservation est basée sur des indicateurs de ce type-là, où on est rentré vraiment pleinement dans l'approche biodiversité comptable, du coup, pour un conservateur d'espaces naturels, il lui est imposé de maintenir la présence de ces espèces. Parce que ce qui a amené à la protection de son site,
c'est la présence de ces espèces. Mais donc, du coup, ça veut dire qu'il doit perturber lui-même le site. Et là, typiquement, j'ai volontairement choisi une image un petit peu extrême ce qu'on appelle un étrépage. Un étrépage, c'est quoi? C'est une pratique très courante dans le monde de la conservation, dans les zones humides et en particulier dans les tourbières. Ça consiste à enlever la couche superficielle du sol, enlever les 5 à 10 premiers centimètres du sol pour favoriser la présence des espèces pionnières. Donc là, cette image, elle vient de Belgique. Et donc là, on a du coup de l'étrépage mécanique à la pelle mécanique. C'est un petit peu extrême comme technique, mais en gros, ce qui est génial, c'est que suite à cette opération, la quantité d'espèces patrimoniales qui se sont développées a explosé. Et donc, du coup, pour le conservateur, si on se base sur une métrique qui est un nombre d'espèces patrimoniales, c'est un succès de conservation. On peut s'interroger sur est-ce qu'il est légitime et est-ce qu'on doit continuer systématiquement à maintenir les espaces naturels avec ce type de gestion à la décharge des conservateurs. L'idée, ce n'est pas de dire que les conservateurs sont complètement bêtes de faire ce genre d'opération. Hein. En le faisant, en fait, si eux préconisent de faire ça, parce qu'il reste quelques toutes petites zones dans lesquelles on essaye de maintenir ces espèces. Dans l'immense majorité du reste du territoire, c'est les activités humaines qui prédominent. Et donc, ces espèces ne pourront jamais se développer. Donc, du coup, en gros, on essaye de cultiver, entre guillemets, ces espèces patrimoniales sur des petites surfaces, d'où les pratiques qui peuvent être questionnantes. Donc, on avance dans le temps. Là, on était fin des années 80. Un nouveau paradigme voit le jour en particulier, explose à partir de 2005. C'est celui de services écosystémiques. Les services écosystémiques, en fait, le Millennium Ecosystem Assessment, c'est une grande étude internationale qui va durer 5 ans et qui prend la suite d'autres études un peu semblables, qui a pour objectif d'évaluer l'état de la planète. Et le parti pris audacieux du Millennium Ecosystem Assessment va être de prendre comme cadre conceptuel non pas des indicateurs biophysiques de l'état de la planète en tant que tel, mais de prendre comme cadre de référence des services écosystémiques. Donc, ces services écosystémiques qui sont définis comme étant les bénéfices que les êtres humains tirent du fonctionnement des écosystèmes. Et donc, plutôt que de dire il y a plus de forêts ou moins de forêts, ils vont dire il y a plus de services écosystémiques liés à l'approvisionnement en bois, par exemple. Bref, au final, quand on regarde l'étude elle-même, la différence entre ces deux approches est un peu ténue, mais ça va vraiment avoir une influence assez importante dans la littérature scientifique et en deuxième temps dans la gestion, sur la façon dont on justifie les raisons qu'on aurait de protéger la nature et puis éventuellement sur les orientations que l'on prend en termes de gestion. L'idée étant donc cette fois d'assumer le fait qu'on protège la nature, car la nature nous rend de nombreux services, car nos sociétés et nos économies dépendent du bon fonctionnement des écosystèmes. On peut considérer que d'abord, même si ce n'est pas inhérent à la notion de service écosystémique elle-même, cette approche par la lunette des services va booster tout un champ de travaux sur l'évaluation monétaire des services écosystémiques. La justification est tout à fait fait du sens et relève presque du sens commun. C'est de dire finalement les décideurs, les gens, ce qui compte pour eux, c'est l'efficacité économique. Et donc, si on n'arrive pas à montrer l'importance économique de protéger la nature, on en sortira toujours perdant. Aujourd'hui, la destruction de la nature est gratuite. Enfin, la protection de la nature coûte de l'argent, alors que sa destruction rapporte des fortunes. Il faut inverser la tendance. Il faut internaliser les coûts de la destruction de la nature dans l'économie globale. Donc, voilà un petit peu c'est une mutation. Ces paradigmes, comme bien souvent, ne se remplacent pas les uns les autres. Ils viennent plutôt s'empiler les uns sur les autres et s'interpénétrer mutuellement. On peut en tout cas considérer que là, on est dans une vision totalement anthropocentrée, c'est-à-dire centrée sur les êtres humains, qui assume complètement le centrage sur les êtres humains. Et c'est moi qui vous présente un exemple
pour des raisons géographiques évidentes, simplement pour vous dire un petit peu de quoi il en retourne quand on parle de ces services écosystémiques. Qu'est-ce que c'est que ces bénéfices que les êtres humains tirent du bon fonctionnement des écosystèmes? Dans le cadre d'analyse du Millennium Ecosystem Assessment, il y a 3 grandes familles de services à proprement parler qui sont identifiées. Les services de régulation, et si on pense par exemple à la Camargue, une zone humide fournit aux populations des services inouïs en termes d'assainissement des eaux, de zones d'expansion des crues. On a des spécialistes du sujet dans la salle, donc je n'en dirai pas plus, mais le fonctionnement même de la zone humide est générateur d'un ensemble de biens et de services, enfin de services en l'occurrence, le bon fonctionnement d'une zone humide nous produit des bénéfices. C'est assez intéressant. Moi, par ailleurs, j'ai produit des travaux très critiques sur l'approche par service écosystémique, mais il faut quand même noter qu'il y a une innovation significative dans le fait de montrer comment les fonctions des écosystèmes, la façon dont les écosystèmes fonctionnent sont précieuses et sont précieuses pour nous. Et ça offre vraiment des arguments importants. Ça permet de développer tout un champ de travaux important pour ça. L'autre grande famille de services, les services d'approvisionnement. Donc là, il n'y a pas beaucoup de nouveautés, c'est simplement qu'on renomme ce qu'on appelait les ressources naturelles, plutôt les ressources naturelles renouvelables. Je vous montre. Ah, vous l'avez. Un champ, une rizière, par exemple, qui va dépendre des sols, de l'eau du Rhône, etc. Et puis enfin, et on ne s'étendra pas là-dessus, il y a une 3e catégorie qui est intitulée les services culturels, qui, selon moi, ne relèvent pas de services, sont plutôt des valeurs, mais qui est un petit peu la boîte noire dans laquelle on met tout ce qu'on n'a pas pu mettre ailleurs, comme l'émerveillement, la beauté esthétique, l'attachement aux lieux et aux paysages, etc., etc. Donc voilà un petit peu cadre conceptuel. Les aires protégées, vision du monde assez stable. La biodiversité, vision du monde assez technoscientifique et très centrée sur les espèces, même si le terme de biodiversité avait dans sa définition l'ambition de parler de la diversité à tous les niveaux d'organisation du vivant. Et puis enfin, service écosystémique, une réduction sur les bénéfices pour les êtres humains, avec donc une vision très anthropocentrée, l'humain centré au centre. Et voilà, on pourrait parler d'autres approches, mais disons que ça structure un petit peu les 3 grands temps. Et à travers, je ne sais plus qui parle sur et donc, quel est le paysage aujourd'hui? Et donc, on pourrait se dire, alors on a une succession de paradigmes, donc une multiplication d'outils, c'est super, ça doit marcher du tonnerre. Et en réalité, on est dans une situation absolument catastrophique en ce qui concerne l'état du monde naturel aujourd'hui, en dépit de la multiplication de ces outils et de ces logiques de conservation. On parle de façon de plus en plus consensuelle d'extinction de masse pour caractériser la période actuelle, c'est-à-dire que l'histoire de la vie est ponctuée de grands épisodes d'extinction. On en avait documenté 5 de façon formelle, probablement qu'il y en a d'autres qui précèdent. Et on apparente la période actuelle à une 6e grande extinction. La précédente, c'était Crétacé-Tertiaire, 65 millions d'années, disparition des dinosaures, etc. C'est-à-dire que le taux d'extinction des espèces est vertigineux et sans précédent dans l'histoire de la vie sur les quelques 60 millions d'années qui nous précèdent. Et donc, cela se produit
Sur la biodive, on parle des extinctions d'espèces, mais il y a aussi ce qu'on appelle la défaunation. C'est indépendamment du fait que les espèces disparaissent pour certaines, ce qui est peut-être plus spectaculaire encore, c'est la réduction de la taille des populations d'animaux sauvages. Et puis, on le documente, on l'identifie avec des dégradations et des pertes d'habitat assez spectaculaires également. Ça, c'est un volet d'une crise écologique globale, dont un autre volet est la question des changements climatiques, avec finalement ces deux crises probablement qui ont le potentiel de s'entretenir l'une l'autre. Et donc, dans ce monde au bord de la catastrophe, la question se pose finalement de savoir quel type de rapport à la nature et de responsabilité vis-à-vis du monde naturel nous pouvons structurer. Simplement, je voulais l'évoquer. On est un petit peu en retard, mais on avait des interludes. Cette catastrophe globale, à la fois climatique, biotique, et on pourrait aussi parler de la question des polluants et de la raréfaction de certaines ressources clés, est désignée de façon de plus en plus fréquente par la notion d'anthropocène. Anthropo, toujours l'humain, cène, kainos, nouveau, qui sert de suffixe pour identifier les différentes périodes géologiques. Et donc, il y a eu cette proposition qui était faite dans les années 2000 de suggérer que finalement, l'ampleur de l'influence humaine sur tous les compartiments de la planète, la biosphère, enfin la géosphère, la biosphère et l'atmosphère, est telle qu'elle est une ampleur géologique et que finalement on serait rentré dans un nouvel âge de la Terre, l'âge de la Terre qui serait l'âge de l'humain. C'est assez étourdissant. Et donc, nous, on a des réflexions sur cette notion d'anthropocène. Peut-être qu'on les passe vite. On les passe. On les évoque. Objet de question si ça intéresse. Mais ça, en fait, cette idée d'anthropocène qu'on voit partout dans les médias actuellement, c'est devenu on s'est repris vraiment de manière très grand public. Ça pose plein de questions, des questions, on va dire, très scientifiques, aux géologues déjà. Qu'est-ce que c'est définir des nouvelles aires? En l'occurrence, on n'est pas du tout dans l'anthropocène pour les géologues actuellement, puisque ça ne marche pas. On n'arrive pas, enfin, ils se mettent pas d'accord sur. Le comité de stratigraphie internationale ne veut pas acter le fait qu'on soit dans l'anthropocène. Et puis ça pose plein de questions sur à quand il faudrait faire remonter l'anthropocène. Et tout ça, c'est des questions, en fait, on va y revenir après, donc je pense qu'on peut la laisser vite là. Voilà. Et puis, on pourra revenir plus avant si ça vous intéresse. Ça, c'est des questions scientifiques. Et donc, alors, est-ce que c'est... Philippe a évoqué tout à l'heure le néolithique. Je pense que tu disais plus ou moins jusqu'à il y a 10-15 000 ans, on était à peu près. Donc, est-ce que c'est la domestication? Est-ce que c'est l'industrialisation? Est-ce que c'est la puissance nucléaire? En fait, la façon dont les scientifiques se posent ces questions, en creux, pose des questions politiques également, à savoir anthropocène, l'ère de l'humain, comme si on était une espèce embarquée dans une histoire et responsable. Vraiment, c'est ça le registre de l'anthropocène, c'est de dire que l'espèce humaine s'est hissée à la hauteur d'un agent géologique. Mais en réalité, si on considère que c'est la colonisation de l'Amérique, c'est plutôt les empires qui se sont hissés. Si on considère que c'est l'invention de la machine à vapeur, c'est plutôt le capitalisme. Si on considère que dans la colonisation, ça peut aussi être la question de cette mise au travail généralisée du monde et des colonies pour le bien des pays colonisateurs. Et donc, il y a plein de notions de substituts qui essayent de repolitiser cette crise globale, qu'on parle de capitalocène, de britalocène, de plantationocène, de stoulouchoulocène. En tout cas, on peut multiplier les concepts, mais l'idée étant de trouver des façons de politiser la crise en montrant comment elle arrive à l'issue de rapports de force, de rapports de domination, d'histoires politiques et économiques bien spécifiques, et que c'est pas simplement le destin de l'espèce humaine qui se trouve ici en jeu.
C'était notre petite interlude. Donc, une fois qu'on a fait ce constat assez angoissant de la catastrophe généralisée dans laquelle on vit et de l'insuffisance des outils dont on dispose actuellement. Alors pour moi, c'est vraiment important de ne pas mettre en rapport, de ne pas considérer que ah bah oui, regardez, vous avez fait des aires protégées et la biodiversité se casse quand même la figure, donc les aires protégées, ça servait à rien. Non, il s'agit absolument pas de dire ça. On a probablement les outils qu'on a évoqués auparavant ont probablement limité les dégâts dans de nombreuses circonstances, mais en tout cas, elles offrent peut-être pas des horizons à la hauteur des problèmes auxquels on fait face. Et dans cette panel d'approche de notre rapport à la nature et de la responsabilité qu'on pourrait avoir de la protéger, arrive dans les discours et les travaux scientifiques cette notion de réensauvagement. Elle arrive un petit peu à la suite de cette idée de restaurer et pas simplement de garder, de conserver ce qu'on a, mais aussi de réhabiliter, restaurer, regagner de la nature. C'est ça. L'idée là, alors on ne va pas s'étendre beaucoup sur la restauration parce que la première conférence du cycle parlait de restauration, mais en gros, depuis les années 70-80, des scientifiques se sont dit, le constat il était déjà fait en fait, il n'a fait qu'empirer, mais il faut qu'on regagne du terrain, les endroits qu'on a détruits, il faut qu'on restaure les écosystèmes. Alors là, le schéma, il est tout bête, en fait, il est juste, on part d'un écosystème en bon état, il y a des activités humaines qui vont le dégrader. Alors bien sûr, ce n'est pas instantané, ce n'est pas on-off la dégradation d'un écosystème, il y a différents états de dégradation qu'ont documenté les écologues, et en fonction de l'état de dégradation, on a mis en place tout un tas de techniques qui permettent de restaurer les écosystèmes. Avec certains succès, on a eu des succès de restauration assez flagrants, il y a des choses qui ont bien marché, des choses beaucoup moins. Mais là encore, une fois de plus, l'idée, ce n'est pas de dire la restauration, ça n'a pas marché, on arrête. Non. Mais là encore, on a l'impression que ce n'est pas suffisant. En fait, il semblerait que l'ensemble des choses qu'on a mis en place dans le cadre de la restauration n'ont pas permis d'enrayer le déclin. On n'a pas regagné suffisamment via la restauration. Donc la restauration, c'est cette idée de dire on a un écosystème qui s'est dégradé lié aux activités humaines, on va essayer de le remettre en place et on va quand même utiliser, il y a une notion qui est importante qu'il faut avoir juste en restauration, c'est l'idée de référence. Ça nécessite d'avoir une référence aussi bien pour savoir qu'est-ce qui est dégradé. Pour que je sache qu'un écosystème est dégradé, il faut que j'en ai un que je considère comme en bon état, qui va permettre de comparer l'un et l'autre, et aussi d'évaluer dans quel sens il faut que j'aille. L'idée, ce n'est pas de revenir en arrière. La restauration n'a pas pour objectif de revenir à ce que c'était, sauf si c'est une dégradation très, très récente. Mais sinon, globalement, l'idée, c'est plus de dire, OK, je vais remettre mon écosystème sur une trajectoire qui est celle qu'il aurait dû avoir si les activités humaines ne l'avaient pas complètement dégradé. Okay. Donc ça, à la suite de ces premiers travaux, on va avoir assez récemment, là pour le coup, un développement un peu plus fort qui va venir autour de ces notions que sont le rewilding ou réensauvagement, la naturalité, la libre évolution. Tout ça, c'est des termes qui sont actuellement, qui se développent beaucoup, dont on entend de plus en plus parler. On va essayer de faire un rapide panel, alors très rapide, pour essayer de regagner du temps, de qu'est-ce que ça fait. L'idée, c'est juste de montrer que, en fait, ce n'est pas forcément des idées très nouvelles. Certaines sont assez anciennes, mais c'est juste qu'on les remet au goût du jour, on essaye de les réactualiser un peu. La première distinction, c'est juste une partie des approches sont complètement passives. En gros, c'est un peu Fukushima. On enlève les humains et on regarde ce qui se passe. Ça va être les approches autour de la naturalité, de la libre évolution et de ce qu'on appelle le passive rewilding. Et les approches plus actives, où là, clairement, on va vouloir reprendre une action dans la protection des écosystèmes. Et pour ça, on va avoir 3 grands types, le rewilding, le trophic rewilding et le Pleistocène rewilding. Je peux juste me permettre une petite précision, parce que tu l'as dit à plusieurs reprises, on enlève les humains dans les versions passives. Alors à Fukushima, c'est bien d'enlever les humains pour eux, mais en fait, souvent, on va plutôt dire on enlève les forçages anthropiques. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas nécessairement d'en faire des zones d'exclusion de toute présence ou de tout type d'usage humain, mais c'est plutôt d'identifier certains usages ou certaines pratiques ou parfois certains ouvrages, en ce qui concerne les cours d'eau par exemple, comme entravant
le libre cours de la nature. Donc, juste, voilà, n'imaginez pas que d'emblée, quand on parle de passive rewilding, on est sur de l'exclusion physique des personnes. C'est plutôt d'identifier des usages considérés dommageables. Oui, exactement. Mais justement, j'ai remis un exemple après pour ça. Mais alors, juste la première idée, juste naturalité. Alors ça, c'est un peu annexe finalement dans le débat, mais on l'a ramené. Enfin, moi, je souhaitais le ramener parce que je voulais absolument qu'on je parle voulais de absolument parler de naturalité. naturalité. Non, parce que pour moi, ça fait partie des choses aussi qui se développent beaucoup actuellement, en particulier dans le monde des praticiens de la conservation. Cette idée, en fait, qu'on pourrait essayer de quantifier un degré de naturalité des écosystèmes, y compris sous nos latitudes. Alors, c'est quoi cette idée? C'est en fait finalement se rendre compte qu'on est capable de voir à quel point un écosystème est naturel, avec des gros guillemets, hein, ou pas. Ça prend différents types de métriques pour essayer de le quantifier. Généralement, on prend ce qu'on appelle l'intégrité biophysique, en gros, à quel point l'écosystème est complètement changé. Une ville, ça a faible degré de naturalité, une forêt plus, ok, c'est un gradient. Le deuxième grand facteur qu'on va prendre en compte, c'est la spontanéité du fonctionnement. En ville, je peux avoir un fonctionnement complètement spontané. J'interviens très peu pour gérer la nature. La nature se gère toute seule. Les oiseaux qui se baladent, en fait, on intervient peu sur eux finalement. Donc, il y a un fort degré de spontanéité, mais un degré de naturalité biophysique faible. Et enfin, le dernier élément, c'est ce qu'on appelle les continuités spatio-temporelles. En gros, si un milieu est très connecté, aussi bien dans le temps que dans l'espace, eh bien, on va le prendre en compte. Et ça, du coup, c'est des choses qu'on sait mesurer, nous, écologues. Donc, du coup, et géographes. Là, en l'occurrence, c'est un travail de géographe. Adrien Guettet a pas mal bossé là-dessus pendant sa thèse, et là, a produit, à la demande de l'Union internationale pour la conservation de la nature, une carte de naturalité à l'échelle de la France. Là, vous avez la projection de la carte de naturalité. Plus c'est vert, plus la valeur de naturalité est élevée. Et l'idée de ce travail, c'est de pouvoir utiliser ça comme finalement une approche complémentaire aux approches classiques de la conservation qu'on vous a présentées tout à l'heure. Plutôt que de se baser uniquement sur une approche patrimoniale, une liste d'espèces qui sont protégées, hein, et donc du coup les territoires que ça pourrait concerner, on pourrait imaginer de prendre le degré de naturalité comme étant un bon critère pour choisir quelle zone il faut qu'on protège. On pourrait vouloir protéger, même si elles n'abritent pas spécialement, au moins pour l'instant, d'espèces spécialement patrimoniales, on peut choisir des espèces des zones à forte naturalité en se disant juste que c'est chouette, c'est des zones où en gros la nature se débrouille assez bien toute seule. Donc ça peut avoir une valeur de conserver juste ça. Et donc ça se développe pas mal actuellement. On commence à avoir pas mal de gens qui commencent dans le monde de la conservation à dire finalement, arrêtons de nous focaliser uniquement sur les espèces avec tous les problèmes que ça peut poser, en particulier le fait qu'on, dans les espèces protégées, on ne l'a pas évoqué, mais il y a un très fort biais taxonomique. En gros, on a beaucoup de mammifères protégés, beaucoup d'oiseaux protégés, un peu de plantes protégées, et puis c'est à peu près tout. Tout le reste, en fait, on les a oubliés. Toute la diversité de la faune du sol, les insectes. Il y a 3 espèces d'insectes protégés. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Donc, en gros, on a oublié une énorme partie de la diversité du vivant. Et on ne parle pas des bactéries, des champignons. Là, il n'y en a aucun. L'approche naturalité, elle s'affranchit de l'approche espèce. Donc, du coup, potentiellement, ça pourrait être intéressant. Et ça a une retraduction directe d'un point de vue très pratique, en termes de protection de la nature. En gros, c'est ce qu'on a appelé la libre évolution. La libre évolution, c'est quoi? C'est choisir, dire, dans une aire qu'on considère comme propice, par exemple une aire protégée, on va arrêter les interventions de gestion. Typiquement, on va arrêter les trépages que je présentais tout à l'heure. On va se dire, on va laisser les processus se faire. Si on perd des espèces ou si on en gagne, ça sera comme ça. On espère en gagner plus qu'on va en perdre. Et les premiers travaux montrent que oui, on a l'air d'en gagner plus qu'on en perd, mais on laisse les processus faire, en fait. On n'intervient plus et on ne choisit plus les espèces, surtout, qu'on considère comme importantes à conserver. Donc, cette libre évolution, là, ça s'est quand même pas mal développé. C'est une approche qui, pour l'instant, c'est pas mal les forestiers qui ont eu tendance à accepter cette chose-là, mais ça existe déjà. Hein. Vous avez peut-être entendu parler des réserves biologiques intégrales. C'est quelque chose qu'on fait depuis les années 60, en fait. Des cœurs de forêt qu'on conserve où il n'y a plus aucune intervention de coupe forestière, plus de récupération de bois. C'est typiquement de la libre évolution. Donc, ça existe et ça a tendance à se développer. Dans plein d'aires protégées, là où jusqu'à il y a quelques temps, on cachait un peu, en fait, on ne parlait pas des endroits qu'on ne gérait pas. Mais maintenant, ça devient, maintenant que ça a un terme, que c'est valorisé, on dit « Ah, mais c'est que je fais de la libre évolution. » Et donc, du coup, c'est valorisé, donc c'est accepté de le faire. Passive rewilding,
L'idée est un peu la même, hein. C'est clairement de la libre évolution, sauf que ça se focalise, dans la littérature scientifique au moins, ça se focalise sur des espaces très particuliers, les espaces en déprise agricole. En gros, l'idée, c'est de se dire, la conservation de la nature, c'est beaucoup basé sur essayer d'éviter le phénomène de déprise agricole. Les territoires peu productifs étaient considérés comme des zones riches en biodiversité, et donc dans lesquelles on devait, via les actions de conservation, mettre en place du pâturage, mettre en place de la fauche pour essayer de maintenir ces espaces, même s'ils n'avaient plus de rentabilité économique. On va aider les agriculteurs pour protéger la nature à intervenir pour la conservation. Le passive rewilding, c'est quoi? C'est de dire, finalement, est-ce qu'on a vraiment besoin de faire ça? Est-ce qu'on ne pourrait pas juste laisser ces espaces se débrouiller tout seuls? Pas l'ensemble, bien sûr, hein, mais en gros, on se constate actuellement en Europe un très fort on est dans une ambivalence totale. On a une intensification agricole sur une partie des territoires et un abandon des zones les moins productives, en particulier les terrains de moyenne montagne. Et donc, dans ces zones-là, plutôt que de se dire on va mettre en place des opérations qui vont coûter de l'argent pour maintenir les milieux ouverts au nom de la conservation de la biodiversité, est-ce qu'on ne ferait pas mieux de les laisser juste se débrouiller? Et donc, du coup, on va avoir une succession des forêts qui vont se remettre en place. Et voilà. Donc, en gros, l'idée du passive rewilding, c'est juste de dire, voyons la déprise agricole comme une opportunité. On ne va pas encourager la déprise, hein, ce n'est pas du tout ça l'idée, mais dans les zones où, de toute façon, les gens s'en vont et économiquement, on considère que c'est plus rentable, est-ce que la conservation doit se suppléer, en fait, aux activités agricoles? Est-ce qu'on ne peut pas juste laisser ces territoires s'ensauvager? On passe aux approches actives. Je passe très vite. Encore plus vite? D'accord. Les approches actives, le rewilding, dans sa définition historique de base, c'est quoi? C'est principalement centré sur les grands carnivores, à la base. Je reviendrai un peu dessus après, mais en gros, favoriser le retour des grands carnivores, soit activement, soit favoriser le retour des grands carnivores, quels qu'ils soient. Donc, en gros, y compris en les réintroduisant. L'image emblématique, c'est le loup et le cas de Yellowstone, sur lequel on reparlera. Le loup de Yellowstone, parce qu'on ne répétera jamais suffisamment que le loup alpin n'a pas été réintroduit, mais est revenu naturellement. En plus de cette idée de base qui était de juste remettre des grands carnivores, en gros, pas mal de gens commençaient à dire « ouais, mais finalement, il n'y a pas que les grands carnivores qui ont un rôle dans les écosystèmes, il y a aussi les grands herbivores. » On reste sur des trucs très grands quand même, hein, mais les grands herbivores en particulier. Donc, du coup, il y a des gens qui ont commencé à parler de trophic rewilding. En gros, l'idée, c'est quoi? C'est il y a des espèces qui ont des rôles clés dans les écosystèmes, que ce soit des grands carnivores ou des grands herbivores. C'est eux qui structurent le fonctionnement des écosystèmes, donc on doit les favoriser et potentiellement les réintroduire. Ça, c'est plus… Les grands carnivores étaient plutôt une école américaine. Les grands herbivores, c'est plutôt l'école européenne. Nous, on réintroduit en Europe des bisons et des élans. Pas mal de bisons, parce que c'est chouette les bisons. Et enfin, dernier cas dans le panorama de tout ce qu'est le rewilding et le réensauvagement, l'approche qu'on appelle Pléistocène rewilding. Alors là, clairement, l'idée, c'est de revenir à la faune du Pléistocène. C'est un peu l'idée de Zimov en Russie que je présentais en préambule. L'idée, c'est de remplacer les espèces dont l'espèce humaine est responsable de l'extinction il y a entre 10 et 15 000 ans. Si ces espèces n'existent plus, puisqu'on les a menées à l'extinction globale sur la planète, on ne peut pas les réintroduire, c'est pas grave, on les remplace par des équivalents fonctionnels. Dans les premières idées du rewilding américain en particulier, c'est une idée nord-américaine, il n'y a plus de mammouths, réintroduisant des éléphants d'Afrique dans les grandes plaines américaines. Ils ont été importants, ils étaient là, ils ont structuré les écosystèmes. C'est pas possible d'avoir des mammouths à nouveau, c'est pas grave, prenons des éléphants. C'est plus possible d'avoir du lion américain, parce que le lion américain est une espèce éteinte, mais prenons du lion africain et mettons-le en Amérique du Nord. Donc il y avait vraiment une approche extrêmement active de remplacer la faune par des équivalents fonctionnels, d'où qu'ils viennent. Voilà pour le panorama. Donc voilà, là on a c'est pas nécessairement un continuum, mais en tout cas, cette question active-passive, et ça renvoie directement, comme Simon… Ça renvoie directement, comme Simon le mentionnait, à la référence temporelle et aux écosystèmes de référence. On ne rappellera jamais suffisamment que
en général, quand c'est pas trop caricatural et quand on lit la littérature, il ne s'agit jamais de revenir à des écosystèmes passés. Donc, les références dont on parle ne sont pas des modèles que l'on souhaite recopier, mais sont plutôt des inspirations et notamment des inspirations fonctionnelles pour comprendre comment fonctionnaient les écosystèmes et comment ils pourraient regagner certaines fonctionnalités. Je suis désolée. Et donc, dans ces horizons temporels qui peuvent servir de référence, ben, on a tout un gradient qui va effectivement des premiers impacts humains et notamment les impacts liés à la disparition de la mégafaune à peu près sur tous les continents à l'exclusion de l'Afrique qui ont été colonisés par les êtres humains, jusqu'à l'absence totale de références au passé. C'est ce qu'on voit dans la littérature autour de la notion de nouvel écosystème, mais qui peut aussi présider à certaines approches de libre évolution. On peut choisir des sites de libre évolution en fonction du potentiel écologique, de naturalité, mais on peut tout à fait imaginer simplement quelqu'un qui hérite d'une plantation et qui se dit bah, maintenant je veux redonner finalement à ce site, lui donner l'occasion de redevenir forêt. Et donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une référence temporelle. Du coup, on peut passer, mais en fait, ça recoupe des choses qu'on a déjà dites à la diapo suivante sur ce qu'on trouve dans la littérature comme référence temporelle commune. La mégafaune, on en a parlé, 13 000 ans pour l'Amérique, mais bien avant pour l'Europe. Donc, extinction de la mégafaune. La domestication est évoquée souvent et ça rejoint les débats sur l'Anthropocène aussi. Hein. Quand est-ce que commence la transformation massive de la planète par les activités humaines? Donc, le néolithique est parfois évoqué comme référence de réensauvagement. L'intensification agricole, un peu plus tardive. Les différentes colonisations américaines, mais aussi toutes les colonisations insulaires subséquentes qui ont créé des cascades d'extinction. Ou parfois des éléments plus diffus, moins ponctuels, comme l'extirpation des grands prédateurs. Simon en reparlera tout à l'heure sur la question des grands carnivores, quelque chose qui est très présent dans l'imaginaire américain, dans le premier imaginaire du rewilding, celui qui est porté notamment par Soulet et Noss, qui sont les premiers à avoir vraiment utilisé ce terme pour en faire un objectif de conservation, voire l'absence totale de référence. Alors, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais en fait, c'est pas, ça nous renvoie dans réensauvagement et assauvage. Et donc, ça nous renvoie directement, ces lignes de référence temporelle, à ce que l'on considère comme relevant du sauvage et de façon plus précise encore, à la façon dont on articule notre conception du sauvage avec notre conception de l'influence humaine. En réalité, tous ces échelons sont des échelons qui évoquent quelque chose de significatif. Personne ne souhaite revenir avant les dernières glaciations ou avant l'éruption de tel volcan sur telle île. Donc, dans la mobilisation par les scientifiques et les gestionnaires de cette idée du réensauvagement, il y a quelque chose qui se joue d'une réparation ou d'un effacement d'un certain type d'influence humaine. Et se joue quelque part ce couple entre sauvage et influence humaine. Le réensauvagement invite à soustraire les milieux de leur influence humaine, et ce, quels que soient les horizons temporels sur lesquels on le fonde. Voilà à peu près ce que j'avais à dire sur ce tableau. Je pense ça. On enlève l'exemple, c'en est trop long. On enlève l'exemple. Ouais. Oh. Ouais. Cet exemple, il était intéressant, c'est Simon qui l'avait trouvé. C'est simplement pour dire que les objectifs, tu veux juste remettre les dernières photos.
Après, c'est pas moi, hein, le timing. Non, mais c'est pour rendre justice à tes photos. C'est vrai que pour le coup, sur le même site, on a des études sur une forêt, c'était quoi, 1500, il y avait 1500 ans. Ouais, c'est 2300. 2500 ans de reconstruction des paléo-environnements en fait sur des forêts en France. Et juste là, bon, les photos, bien sûr, c'est faux, mais Déjà de la photo. Ouais, ils faisaient déjà de la photo il y a 2500 ans, c'est fou, hein. Non, mais en gros, l'idée, c'était juste d'essayer d'illustrer ce que, par les travaux de palynologie, on a pu reconstituer la composition botanique un peu de l'espace. Et donc, du coup, c'est un peu ça ce que ça illustrait. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, on a plein de fluctuations du taux d'ouverture du paysage. On passe par des zones cultivées assez fortement il y a très longtemps, puis par des réensauvagements, puis par des recultures. Et donc, du coup, cette idée de référence et de quand est-ce qu'on bloque, c'est quoi le moment où on considère que c'est le bon moment auquel on voudrait, qui est notre idéal, entre guillemets, ce qu'on veut atteindre. Ça illustrait bien ces grandes questions-là sur quel est le bon timing, quoi. Et qui est une question très complexe. Et donc, c'est comme ça me permet d'arriver à la diapo suivante. Voilà, là, on en a parlé, bon, comme quelque chose qui est aussi dont on parle dans les médias, dans les mondes actifs, dans les mondes militants et le monde de la conservation. Mais tout ça, ça émerge surtout d'une littérature scientifique. Ça commence tous les articles qui évoquent la notion de réensauvagement, les premiers le font dans une littérature scientifique. Et ce qu'évoque Simon, c'est d'abord la nécessité qu'ont les personnes qui s'intéressent au réensauvagement de mieux comprendre et de mieux connaître l'histoire des écosystèmes et notamment l'histoire de l'anthropisation des écosystèmes. Ça permet au passage de déboulonner quelques statues et quelques mythes sur cette fameuse nature sauvage que j'ai évoquée tout à l'heure derrière le terme de wilderness. Et donc voilà, il y a déjà tout finalement une discipline ou en tout cas un cluster de disciplines qui se constitue et qu'on appelle l'écologie historique, qui est fondamentalement interdisciplinaire, qui fait à la fois intervenir des écologues, des évolutionnistes, mais aussi des archéos, des palynologues, beaucoup. Vous avez vraiment les rois de l'écologie historique. C'est les gens qui étudient les pollens et les pollens fossilisés. Et qui nous permettent comme ça de mieux comprendre l'histoire de nos écosystèmes et des interactions qu'on a eues avec eux. Un exemple dont on ne parlera pas, le marais Poitevin. Ouais, vous pourrez nous demander la référence. Oui, c'est ça, on vous la redonnera. Deuxième grand champ scientifique dans lequel le rewilding s'inscrit, c'est l'idée même, le fameux article fondateur sur le rewilding. C'est lui qui propose le terme et propose vraiment que ça devienne une mesure active, un article d'un papier de Soulet et Noss. Et eux, vraiment, ont une vision extrêmement, voilà ce que j'ai déjà évoqué, hein, les carnivores sont clés dans le système. Alors, ils rajoutent les 3 C, donc pour carnivores, cores and corridors. Donc, les cores, c'est les zones cœurs où habiteront les carnivores, et les corridors, c'est les corridors qu'emprunteront les carnivores pour rejoindre les différentes zones. C'est quoi cette idée? C'est l'idée, en fait, ça date des années 90, parce qu'à cette époque-là, on commence à avoir un développement en écologie scientifique qui commence à accumuler un certain nombre de travaux sur ce qu'on appelle les cascades trophiques. C'est en fait le fait que les écosystèmes, on se rend compte que de très nombreux écosystèmes sont contrôlés par des espèces qu'on appelle des clés de voûte, des espèces qui, indépendamment de leur abondance, vont avoir un effet démesuré sur le fonctionnement des écosystèmes. Donc ça a été montré plein de fois, que ce soit des loutres de mer en Alaska jusqu'à des loups dans des écosystèmes. Mais en fait, on se rend compte, dans les années 90, il y a une accumulation d'éléments qui nous fait dire qu'en fait, on a négligé ces espèces dans le fonctionnement des écosystèmes. Et donc, du coup, Soulet et Noss disent, si on veut pouvoir protéger la nature et si on veut le faire à grande ampleur, il faut impérativement qu'on remette des carnivores. Alors, ça, c'est vrai. Effectivement, plein d'études ont été faites là-dessus, avec un exemple en particulier, le fameux loup de Yellowstone, dont vous avez forcément dû entendre parler, puisque tout le monde a entendu parler du loup de Yellowstone. Non, peut-être pas encore, mais c'est vraiment devenu l'exemple, il est même enseigné au collège maintenant, comme l'exemple même de la cascade trophique. C'est quoi cette histoire? Très bref. On a un grand parc national, le premier grand parc international qui a été créé, le parc national de Yellowstone.
Le loup a été détruit dans les années 1920. Et dans les années 90, on décide de réintroduire le loup dans le parc du Yellowstone. À la base, pas du tout pour une histoire de rewilding. Hein. L'idée, c'était juste de mettre des loups, parce que les loups, ça fait partie des espèces emblématiques et qu'il faut qu'il y ait des loups, dans une approche assez patrimoniale finalement. Les loups sont introduits dans Yellowstone et là se passent des réactions en cascade. En tout cas, elles ont été présentées comme telles, sur les grands herbivores commencent à décliner, du coup les arbres se mettent à repousser. Donc les arbres se mettent à repousser, on ne voit pas mon schéma en entier, mais les arbres se mettent à repousser, donc du coup les castors se mettent à recouper des arbres, à pouvoir manger parce qu'ils n'avaient plus d'arbres pour se nourrir. Mais du coup, comme les castors sont là, ils modifient le cours des rivières, du coup la faune aquatique peut se redévelopper et les loutres reviennent, c'est magnifique, dans l'autre sens. Les loups, eux aussi, contrôlent les populations de coyotes, les coyotes qui sont un peu des mini-loups, quoi. Donc, du coup, les grands prédateurs étant revenus, ils enlèvent les coyotes déclinant, les proies principales de ces coyotes, les rongeurs et les lapins, réaugmentent. Et voilà, le Yellowstone est sauvé, la biodiversité, c'est magnifique. C'est en partie vrai. Toute cette histoire, je la fais très très vite, mais c'est en partie vrai. Ça a été exagéré par plusieurs choses. Ça a été exagéré en partie par les scientifiques, parce qu'ils ont étudié uniquement une toute petite partie du parc dans lequel les loups étaient, en se focalisant sur ce qui les intéressait. Donc, ils ont un peu montré ce qu'ils avaient envie de montrer. Et bien sûr aussi, ça a été exagéré par tout le monde qui a repris l'histoire, parce qu'elle est juste trop belle, cette histoire. Elle est juste géniale. Et donc, du coup, on a envie d'y croire et on a envie que réintroduire 20 loups dans une petite partie du parc, ça a fait changer l'intégralité du parc, qui fait la taille d'un département français, instantanément. Non, ça ne s'est pas passé comme ça. Les loups ont eu des effets sur tous les effets mentionnés. Alors, les castors, franchement, un petit doute quand même. Mais le reste, clairement, les loups ont eu un effet. Par contre, de là à dire que c'est les loups qui sont à l'origine de la biodiversité du Yellowstone maintenant, c'est exagéré en fait. Dans certains documentaires, c'est même présenté comme sans le loup, il n'y avait plus de biodiversité dans Yellowstone. C'est faux. Il y avait tout un tas de choses, ça se passait très bien. Et en fait, ce qu'on a surtout montré depuis, c'est que c'est beaucoup plus complexe. Il n'y a pas que les loups, il y a aussi les ours qui jouent un grand rôle dans l'histoire. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire, parce que ça serait un peu long, mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que l'histoire de Yellowstone, globalement, elle est vraie. Par contre, faut pas penser que à chaque fois qu'on va remettre des loups, ça va faire revenir la biodiversité comme c'est parfois présenté. Le deuxième grand domaine sur lequel, dans l'écologie qui s'est développé, en plus des carnivores, c'est les herbivores. Là aussi, plutôt école européenne. Nous, en gros, on a eu pas mal de travaux sur le rôle des herbivores en fait, dans le fonctionnement des écosystèmes. Et on a commencé à pouvoir démontrer, alors un peu plus tard, c'est plutôt les années 2000, on commence à se rendre compte en fait, que les herbivores jouent un rôle clé dans le fonctionnement des écosystèmes, y compris forestiers. On les avait un peu négligés. On n'avait plus beaucoup de grands herbivores, il faut bien dire. Donc, ils sont revenus suite à la mise en place de régulation de la chasse. Et du coup, on se rend compte qu'ils ont un effet. Ils participent à l'hétérogénéité des paysages. En fait, ils vont disperser des graines sur des grandes distances, ils vont créer des trouées par endroits, ils vont perturber certaines zones. Du coup, ils vont faire que les plantes peuvent regermer à un autre endroit. Donc, en fait, on se rend compte que ces herbivores ont un rôle important. Et donc, du coup, on commence à se dire, là aussi, si on veut vraiment faire du rewilding, il faut qu'on remette aussi des grands herbivores. Quitte à, si les grands herbivores natifs ne sont plus présents, qu'on trouve des équivalents fonctionnels. C'est ce qu'on a fait, en fait, en mettant des animaux plus ou moins domestiqués. On a réintroduit des chevaux qui ne sont pas des chevaux sauvages, ce n'est pas des tarpans, mais c'est des chevaux qui sont un peu ensauvagés. Et du coup, on considère qu'ils jouent le rôle des tarpans, des chevaux sauvages. Alors ça pose quand même plein de questions au niveau scientifique. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici. Ça mène à des gros débats, en particulier à quel point les grands herbivores sont… Enfin, en gros, avant l'impact humain puissant, à quoi ressemblait l'Europe? Est-ce que c'était, comme on a pu le dire dans le passé, on va arrêter, un grand couvert forestier immense, intégral, ou est-ce que les grands herbivores maintenaient des zones ouvertes? On ne sait pas vraiment. Et là encore, ça repose la question que j'évoquais tout à l'heure de la déprise agricole. Est-ce qu'on pourrait finalement laisser la déprise faire? S'il y a suffisamment de grands herbivores sauvages, ils vont peut-être maintenir les milieux ouverts. On passe à la conclusion.
Autre champ, la biologie évolutive, pour toute une sorte de raison que vous avez déjà supposée, s'intéresser à la façon, aux capacités d'adaptation des espèces, notamment au changement des milieux, fait aussi partie du registre du réensauvagement. Réensauvagement, je ne l'ai pas explicité, mais qui s'installe, quand on dit dans un contexte anthropocénique, qui s'installe aussi comme une réponse au fait que les changements climatiques bouleversent beaucoup les idées qu'on peut se faire de la conservation. En fait, la nature, le climat change à une telle allure que simplement conserver ce qu'on avait là où il était et comme il était peut sembler caduque par rapport à la vitesse des transformations globales. Donc voilà. Et le problème, c'est est-ce qu'on va vous parler ou pas des niveaux d'intervention, parce que c'est un petit peu, important. On l'a déjà évoqué. On le fera dans la conclusion. Alors là, on avait un interlude. Doit-on CRISPR-Cas9 les chevaux pour en faire des tarpans? Donc ça pourrait faire l'objet d'une prochaine conférence. Non, il faut vraiment voir que voilà, on l'a dit sans cesse, mais de la libre évolution dans les projets les plus fous, enfin qui pour nous, enfin Simon et moi, parce qu'on en a parlé, nous semblent les plus fous, mais qui se présentent sous l'étiquette du rewilding. Il y a la dédomestication. Donc là, c'est des sortes de rétrocroisements. On prend des vaches d'aujourd'hui et on essaye de chercher les traits les plus proches de l'auroch jusqu'à ce qu'on ait un auroch. Mais il y a aussi la possibilité d'investiguer vers des biotechnologies très innovantes comme de la transformation dirigée de génomes directement, de l'édition de génomes avec les technologies de CRISPR-Cas9, voire de la résurrection d'espèces en utilisant par exemple du matériel génétique congelé. Donc voilà, et du coup, ça nous pose. Donc on va conclure parce qu'on a conscience. C'est la notion de temps émergent en fait. Chacun de nous deux, séparément, on tenait le temps normal, mais la rencontre, nous sommes supérieurs à la somme de nos. Donc la question se pose donc. Qu'est-ce que c'est que ce réensauvagement dont on vient de vous parler pendant 1h30, si ça renvoie à des choses aussi différentes, ce concept lui-même fait-il du sens? Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement s'en débarrasser pour trouver des choses plus précises pour nommer ce que l'on souhaite ou ce que l'on fait? C'est dans un article de 2016 ou 2015, un peu la thèse d'Oli Jørgensen, hein, qui est une géographe et qui considère que, étant donné voilà l'hétérogénéité de ce champ, il n'y a pas grand-chose à attendre de fertile d'une notion comme le réensauvagement. Une autre autrice que je mobilise ici, Andrea Gramont, qui vient, elle, de la philosophie environnementale, a une proposition plus optimiste et plus charitable par rapport à la diversité, à l'hétérogénéité de ce champ, et c'est celle que je partage. Pour ça, c'est sûr que c'est quand même intéressant de pouvoir définir ce dont on parle. Et vraiment, quand on fait l'analyse de la littérature, on n'arrive pas à sortir une définition, ou alors c'est une définition qui exclut tout ce qui n'est pas dans l'article dans lequel on lit la définition, donc c'est pas très pratique. Et Gramont convoque la notion de concept cluster, c'est un concept qu'on trouve déjà chez Wittgenstein avec la notion d'aire de famille, qu'il le développe pour caractériser les jeux. Il dit que c'est très difficile de définir les jeux, c'est-à-dire de trouver un ensemble de propriétés que tous les jeux possèdent et que rien d'autre, rien qui ne soit pas un jeu puisse posséder, donc un ensemble de propriétés collectivement exhaustives et mutuellement collectivement exclusives et mutuellement exhaustives. C'est ça la définition d'une définition normalement. Mais parfois, on peut se satisfaire de définitions cluster, c'est-à-dire que c'est un ensemble de propriétés. Il est possible que toutes ne soient pas actualisées en même temps, mais il y a un bon nombre de ces propriétés qui nous disent
qu'on est face à quelque chose qui est… Alors, c'est des notions qu'on a utilisées pour définir les jeux, pour définir l'art, et elle propose de l'utiliser pour définir le réensauvagement, un ensemble de propriétés qui nous indiquent qu'on est face à quelque chose qui relève du réensauvagement, et il se peut, parfois, selon les circonstances, qu'elles ne soient pas toutes actualisées en même temps. D'abord, il s'agit de restaurer des écosystèmes. On en a parlé à de nombreuses reprises, et c'est pas nécessairement des restaurations historiques, ça peut être des restaurations de fonctionnalité d'écosystèmes. Minimiser le niveau d'intervention humaine, et ça permet aussi de distinguer d'autres formes de conservation, gestion, restauration, dans la mesure où, en général, vraiment toutes les personnes qui s'intéressent au réensauvagement voient l'intervention comme un coup de pouce. Il ne s'agit pas de dire qu'on fait rien, mais quand on fait quelque chose, il faut que c'est une forme, un caractère éphémère. Une opération qui nécessiterait une intervention continue ne relèverait pas du réensauvagement. Donc, c'est le coup de pouce qui permet de reprendre une trajectoire autonome. Ça s'appuie sur la théorie des cascades trophiques, c'est quelque chose qui est quand même vraiment présent, presque tout le temps instancié. Très souvent, on réintroduit des espèces, mais nous, on a par exemple décidé de considérer la libre évolution comme relevant du réensauvagement, et la libre évolution ne s'intéresse pas à la réintroduction d'espèces. Il y a quelque chose qui est lié au processus, à la fonctionnalité. Il y a quelque chose, il faut vraiment sans cesse le répéter, parce que le de réensauvagement renvoie à l'idée d'un passé, de refaire quelque chose. Et en réalité, vraiment, les projets de réensauvagement sont très anthropocéniques, au sens où ils sont très conscients des changements globaux, de la vitesse des changements, et sont généralement orientés vers le futur. Et surtout, c'est pour ça que je les ai mis en italique, et personnellement, moi, je défendrais l'idée qu'en réalité, ces propriétés-là devraient être des propriétés discriminantes, c'est-à-dire qu'on devrait s'interroger, est-ce que vraiment on instancie ces propriétés-là quand on se réclame du réensauvagement. Ça implique l'autonomie non humaine, donc c'est une sorte de répétition un peu philosophique du deuxième critère de minimiser l'intervention, mais dans un sens assez fort, c'est de se dire finalement, il y a de l'agentivité, il y a une forme de spontanéité possible dans l'expression soit des individus, des animaux, des plantes, soit des écosystèmes dans leur ensemble. Et donc, avoir cette espèce d'humilité ou de modestie, d'accepter finalement de faire silence, d'accepter de cesser d'agir, de gérer, d'influencer, pour laisser s'exprimer des dynamiques dans leurs propres termes et selon leur propre direction. Et puis enfin et surtout de réimaginer la relation entre humains et non humains. Et ça, c'est un champ finalement qui est assez excitant. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la façon dont dans les cultures occidentales, on est empêtré dans cette grande dichotomie entre nature et culture, la séparation entre les humains et la nature, etc. Bon, c'est une dichotomie historique. On surjoue un petit peu l'importance de cette séparation dans la civilisation occidentale. Néanmoins, on sent que c'est un obstacle à des formes plus souhaitables et plus harmonieuses, c'est un peu les termes de la COP 15, de relation avec le monde vivant. Et alors qu'on a beaucoup accusé la conservation de surjouer, de rejouer et renforcer cette dichotomie en mettant sous cloche, etc., on se rend compte quand on navigue, quand on se déplace dans l'espace du réensauvagement, qu'on est toujours étourdi et toujours surpris par la porosité de cette dynamique. On a parlé de dédomestication, par exemple. Donc finalement, une espèce peut être domestique et puis tout d'un coup reprendre un fonctionnement spontané et sauvage. On parle de féralité, de libre évolution sur des friches. Et donc, on n'est plus du tout dans une vision du monde où l'enjeu serait des espaces de nature et des espaces d'humains, mais bien plus sur une sorte de ajustement permanent
de l'intentionnalité humaine, l'intervention intentionnelle des êtres humains sur les milieux et l'espace qu'on laisse à d'autres actrices et acteurs du monde pour exprimer leur propre trajectoire. Donc voilà un petit peu, selon moi, et du coup j'inclus Simon dans ma conclusion, une façon de approcher, sans nécessairement le cerner définitivement, cette notion du réensauvagement pour en faire quelque chose, pour le tirer vers quelque chose qui soit quelque chose de désirable, à la fois un projet écologiquement excitant, enthousiasmant, mais aussi socialement et philosophiquement désirable. On vous remercie pour votre longue attention. Bon, alors Simon s'en va, du coup, c'est moi qui vais répondre aux questions. Donc, on a défini une nouvelle temporalité, 30 minutes plus 30 minutes égale 90 minutes. Ouais. Mais ça n'empêche qu'on a un petit peu de temps pour une discussion, une trentaine de minutes. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Bonsoir. Donc, oui. Donc, je m'appelle Annelle, je suis en première année de thèse en écologie marine à Montpellier, à Marbec. Du coup, j'avais une question qui rebondit sur le dernier point que vous avez évoqué, donc j'en profite de poser ma question tout de suite. Vous présentez du coup le réensauvagement comme un concept qui pourrait remettre en question, et donner une nouvelle voie à notre relation avec les non-humains. Et du coup, je me demandais, vous avez aussi beaucoup évoqué la COP15, et je me demandais en quoi le réensauvagement pourrait être une sorte de nouveau récit, de nouveau paradigme qui remplacerait le paradigme actuel qu'on a dans les politiques internationales pour la biodiversité, qui est quand même très basée sur les services écosystémiques, une version très anthropocentrée et basée sur quelque chose de très utilitariste. Et est-ce que ça a le potentiel d'avoir promouvoir un nouveau récit qui pourrait sortir de tous les problèmes qu'on a avec le paradigme basé sur les services écosystémiques et la version très utilitariste? Et est-ce qu'il n'y a pas des risques aussi que le concept de réensauvagement, qui mobilise beaucoup la restauration, qui sont un peu cooptés par des usages qui pourraient être dommageables? Par exemple, quand on parle de restauration, il y a tout ce concept de nature positive qui se base beaucoup sur on va restaurer parce qu'on détruit par ailleurs, et puis en fait la balance des deux, ça fait un truc positif je pense qu'on sera tous d'accord sur ce constat que ça ne fonctionne pas comme ça. Du coup, voilà, c'est un peu ma question. Je peux y aller? Ouais, c'est une super question. Moi, j'aurais d'abord envie de dire oui. En fait, mon propos, en fait, ce que j'ai envie de travailler et de défendre, c'est l'idée que potentiellement, c'est porteur de nouveaux récits. Mais dans les faits, on n'a pas évoqué le 10e des choses qui auraient mérité d'être discutées. Dans les faits, quand on regarde aujourd'hui les grosses opérations de réensauvagement, par qui elles sont portées, quels sont les types d'acteurs qui portent le réensauvagement, on se rend compte que ce n'est pas du tout un mouvement révolutionnaire, au sens un mouvement qui remet frontalement en question la croissance, le capitalisme, l'industrialisation du monde, notamment parce que ça a été très porté par... alors là, je ne sais pas, vous avez dû en entendre parler, c'est génial, il y a un lord anglais qui a mis tout son domaine... Enfin, c'est à nouveau, comme c'était le cas dans le contexte des aires protégées, c'est à nouveau une certaine aristocratie d'une économie mondialisée qui finalement s'entiche d'ensauvagement, comme avant les chasseurs coloniaux s'entichaient de faune sauvage pour ramener des trophées. Donc vraiment, il y a une vigilance, c'est pas que ça. Mais il y a vraiment une vigilance importante à avoir, et notamment vigilance à avoir quand le réensauvagement peut rentrer en conflit foncier avec des usages paysans ou simplement dans le contexte d'introduction ou de facilitation de présence de grands prédateurs avec toute on va dire, toutes sortes d'activités de subsistance des populations locales. Donc, oui, moi, j'ai envie d'apporter un nouveau récit, mais je pense que ça ne peut l'être que si, justement, il est investi quelque part, il est popularisé comme un espace de renégociation
collective de nos rapports à la nature, mais c'est pas gagné. Oui, juste, je rajoute 2 mots en plus, mais je suis complètement d'accord. Enfin, j'ai la même analyse, même d'un point de vue assez écologue, j'ai envie de dire. Finalement, j'ai l'impression que dans le résauvagement, on n'invente pas grand-chose. On reprend pas mal de choses qu'on faisait déjà. Mais justement, ce qui est intéressant et ce qui, mine de rien, est assez chouette, c'est justement, enfin, si on a fait la conférence aussi, c'est parce qu'on commence à en parler dans le grand public aussi. La restauration, ça n'a jamais déplacé les foules. Hein. C'est pas un truc que le grand public connaît. Non, mais du tout. Mais non, mais pas dépasser les foules, je veux dire, de grand public, c'est pas un truc. On n'a pas réussi à lancer un récit vraiment grand public et fédérateur. Et je pense que le réensauvagement aurait potentiellement cette capacité-là, mais avec tous les gros warnings à avoir sur, pour l'instant, ce qu'on en fait, c'est absolument pas ça. Enfin, c'est très peu ça. Dans quelques cas, ça l'est, mais la majorité des cas, et des gros projets en particulier, sont absolument pas dans une remise en cause du système général. Donc, voilà, ça pourrait être bien, mais c'est pas top. Merci. On va alterner les questions entre la salle et le chat. Oui, avec être là. Non, ils sont bien là, ils ont bien suivi. Il y a, voilà, ça fourmille de questions, donc je vais me permettre de les regrouper pour aller voilà, peut-être un peu plus vite. Il y a une première série de questions qui approfondissent un peu voilà, les questions de lien aussi à la ruralité, voilà, ensauvagement, ruralité, et voilà, qui questionnent notamment le fait de savoir si on peut incorporer ou non les bovins, les vaches, fussent-elles à ensauvager ou non, du coup, comme des grands herbivores. Est-ce qu'elles contribuent à maintenir les paysages? On pourrait parler des milieux peut-être, ou à les exploiter. Est-ce qu'il y a finalement nécessairement une frontière entre agropastoralisme et état sauvage? Et je me permettrai juste de prolonger la question en vous posant la question, finalement, est-ce qu'il y a des usages un peu socio-économiques, on va dire, de la nature qui seraient in fine plus vertueux que les autres du point de vue du sauvage? On s'aperçoit aujourd'hui, par exemple, que dans ces territoires un peu ruraux, il y a un renouveau un peu du mouvement des communs, justement, de la gestion en commun, du coup, de ces espaces, et qui tendent à élargir finalement le cadre de gestion de ces espaces en commun aux non-humains, précisément invités à voilà, les aspects de coviabilité socio-écologique. Et j'en profite pour faire un peu de pub à la dernière séance du coup de mai qui aura précisément lieu là-dessus. Alors, quelques éléments sur est-ce que les bovins, enfin en gros, est-ce que le bétail, qu'il soit dédomestiqué ou non, peut jouer le rôle? Oui, bien sûr. Enfin, c'est d'ailleurs ce qu'on fait, hein, la conservation a utilisé pendant très longtemps les grands herbivores domestiques, pour le coup, comme un outil de conservation et de maintien ouvert du paysage. Donc, sur le principe, il n'y a pas de grosse différence. Est-ce que, enfin, il faut vraiment, dans l'approche de passive rewilding, et donc dans l'idée de se dire on va laisser des territoires se réensauvager, et je pense que personne ne propose d'arrêter l'élevage en zone de moyenne montagne s'il y a des gens qui sont encore prêts à le faire. C'est vraiment ça, c'est plutôt se suppléer à, ou quand on commence à le faire, pour des causes de conservation. C'est-à-dire dans certains endroits, actuellement, on investit de l'argent pour là où les agriculteurs considèrent que c'est plus rentable de le faire et plus intéressant de le faire, les conservateurs le font ou payent des gens pour le faire. C'est plus ces endroits-là qui sont proposés comme étant intéressants pour le rewilding. Je pense que personne ne va aller dire... pour moi, ça ne doit surtout pas rentrer en compétition avec des usages. Par exemple, s'il y a des usages paysans locaux, très bien, ok, super, s'ils sont maintenus et que du coup, ça maintient des paysages ouverts, c'est aussi des paysages riches en biodiversité. Donc, pour moi, là, il n'y a pas vraiment... Le rewilding n'a pas vraiment sa place en tant que tel. Et par contre, est-ce que les usages... justement, l'usage des communs et l'idée d'avoir... d'éviter l'intensification agricole, en gros, par certaines pratiques, comme on peut le voir dans certains cas actuellement réémerger, oui, forcément, c'est super. Mais pour moi, ça ne tient pas vraiment du réensauvagement en tant que tel. Pas dans le sens où on l'a défini là, mais plus d'éviter l'intensification, dont on sait qu'elle est extrêmement mortifère pour les écosystèmes. Sur le pâturage, sur les troupeaux domestiques, je pense que dans les projets de Rewilding Europe, qui est la grosse association européenne qui porte des projets de grande ampleur, il y en a dans lesquels c'est vraiment donc des troupeaux férots, de la féralisation. Donc on parle, peu importe l'espèce. On a envie de dire la grosse différence, c'est est-ce qu'on leur met du vermifuge, est-ce qu'on les protège contre les
les prédateurs et est-ce qu'on les tue à un âge compatible avec leur consommation humaine. C'est vraiment ça la différence et c'est ça qui change à la fois tout le rapport au troupeau et aussi, on va dire, le parcours technique du troupeau. Aujourd'hui, les troupeaux qui sont dans le Mercantour, ils sont amenés en camion, ils sont protégés des loups, etc. Mais et je pense que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Simon sur l'importance sur le fait qu'il n'y a pas de sens à apporter des projets de réensauvagement dans des zones qui sont des zones rurales actives. Mais en fait, ça marche justement quand on est herbivorie-centré. La question des chaînes trophiques et de la présence des prédateurs se pose pas du tout de la même façon. Quand l'ASPAS, l'Association pour la protection des animaux sauvages, a fait une acquisition, elle en a fait plusieurs, mais une acquisition dans le Vercors pour mettre une zone en libre évolution. Et pas simplement l'ASPAS, en fait, même les parcs nationaux sont généralement considérés comme des pouponnières à loups. Et donc, la question de la présence des grands prédateurs dans des zones qui sont des zones d'élevage, je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, c'est une question critique, quoi. Merci pour votre présentation. Donc, Khadija, architecte, doctorante en 2e année. Donc, Francis Allais porte un projet de forêt primaire, un projet européen, enfin en tous les cas entre la France et un autre pays, on ne sait pas lequel encore, d'environ 70 000 mètres carrés. Donc l'idée, non, 70 000 hectares, c'est l'architecte qui, voilà. Entre le parc, donc la question c'est la première question c'est qu'est-ce que vous pensez de ce projet, et la seconde question c'est celle de l'échelle entre le parc de Yellowstone et les 70 000 hectares de ce projet. Où est-ce qu'on se situe là? Vous venez de parler de grands projets européens. On est sur quelle dimension en fait quand vous évoquez ces projets? Merci. Je ne peux pas prononcer Oversplash. Oversplassen. Il y a tout. Sur, par exemple, la réserve de l'Aspas, je crois que c'est 35 hectares, mais je peux dire une bêtise. On a, donc, en fait, on ne s'était pas fait de Paris, mais il y a un parc de réensauvagé. C'est Franz Vera qui a beaucoup porté ça aux Pays-Bas, qui est le parc de Oversplash. Ah, mais peut-être toi, tu peux nous le prononcer. Oswaldesplatten. Merci. Qui fait pareil, une vingtaine, enfin entre 20 et 30 hectares, je crois que c'est des petites superficies. Et par ailleurs, il y a des projets plus amples. Les projets portés par Rewilding Europe sont souvent de beaucoup plus grande ampleur, voire carrément le bassin versant du Danube. Donc, on a un peu toutes les... Ouais, il y a toutes les tailles. Et dans ce qui concerne, dans l'idée de la forêt que propose Francis Allais, de recréer une forêt primaire en Europe de l'Ouest, c'est ça le projet. Alors, ça peut paraître un peu fou dans l'idée. Après, finalement, ça se fait déjà, en fait. En Allemagne, il y a déjà plusieurs parcs nationaux, en fait, qui sont des parcs, les forêts, ce qu'ils appellent des forêts primaires du futur, donc qui pour l'instant n'ont rien de primaire, hein. C'est des forêts qui ont été pour certaines pas mal anthropisées, mais où, en gros ils ont décidé sur 5-6 000 hectares de laisser libre évolution, aucune intervention. L'idée de Francis Allais, je pense pas. La question, c'est où est-ce qu'on le met, en fait. Une forêt de grande taille, il faut trouver un endroit. Alors, il y avait des débats dans la zone forêt noire, est de la France. Enfin, bon, ça pose pas mal de questions sur, en gros, trouver une grande surface telle que celle-ci et où on laisserait en totale libre évolution. D'un point de vue forestier, ça paraît assez logique et ça pourrait avoir des effets assez vite. Par contre, moi, la question, c'est sur quelque chose d'aussi grand. Là, pour le coup, on ne va pas s'amuser à exclure les humains. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait typiquement, enfin, on vient d'avoir depuis pas très longtemps un parc national des forêts, premier parc national de plaine en France métropolitaine d'un peu grande taille. Et on voit ce que ça a donné, en fait. On chasse autant dans le parc national quasiment qu'en dehors du parc national. On fait de la coupe forestière quasiment autant dans le parc national qu'en dehors du parc national. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on veut faire dans ces zones-là? C'est ça qui est compliqué. Et plus la zone est grande en Europe de l'Ouest, plus forcément on est contraint. Et c'est pour ça que pas mal de projets se rabattent
sur des petites surfaces, en se disant, ou dans des zones en déprise agricole, forte déprise agricole, où là, on se dit que finalement, c'est plus facile et il y a moins d'interférences. Autre question du chat, un peu provocante, mais qu'on peut, ma foi, travailler à prendre un peu au sérieux, justement. C'est pas inintéressant. Qui pose la question notamment des réintroductions de cervidés, mais aussi de sangliers qui ont été opérés après-guerre par les chasseurs, justement. Si elles avaient pu être, voilà, si on peut les considérer comme, voilà, comme une entreprise, finalement, de réensauvagement. Est-ce que déjà elles ont été étudiées comme telles, d'ailleurs, aussi, peut-être? Le réensauvagement de Willy Schren. Ça permet d'aborder. Donc, elles n'ont pas été évoquées comme telles parce que, de fait, on ne parlait pas de réensauvagement à l'époque. Aussi, alors je ne connais pas tous les détails. Je sais, il y a des spécialistes, en tout cas sur le sanglier. On est plutôt l'entretien de la population de sangliers par les chasseurs aurait plutôt tendance à tirer vers des formes de quasi-domestication entre l'agrénement, entre les croisements sangliers, cochons, etc. Mais il y a des espèces, et il y a dans les enclos de chasse, enfin on sait, on a du daim, il y a des espèces qui sont introduites, transférées à des fins synégétiques dans des enclos de chasse et qui sans cesse s'échappent pour toutes sortes de raisons, donc, et qui produisent des choses dans les environnements dans lesquels elles arrivent. Ça permet d'évoquer deux questions. Cette question de la chasse, c'est qu'on l'a éludé, parce que c'est facile de l'éluder, dans les projets, par exemple, de libre évolution. Quand tu dis, ah bah oui, dans les RBI, enfin oui, on en a fait depuis longtemps de la libre évolution. La libre évolution, on le pense beaucoup en termes forestiers, avec l'idée qu'on laisse le bois mort. C'est vraiment ça, enfin pas de gestion et on laisse le bois mort. Mais en fait, aujourd'hui, les acteurs qui se saisissent de la libre évolution comme d'un projet sont aussi beaucoup, et pour des très bonnes raisons, souvent des personnes qui considèrent qu'un site en libre évolution, c'est un site non chassé. Que l'impact de la chasse sur les milieux, il y a évidemment le prélèvement des individus, mais il y a aussi toute l'écologie de la peur que ça instaure et la façon dont ça transforme les comportements des animaux. Donc, pour toutes sortes de raisons, dans l'univers du réensauvagement, certains n'ont pas de propos directs par rapport à ça, et j'imagine que Francis Allais et ses millions d'hectares pourra pas interdire la chasse à de telles échelles, mais une des façons quand même qui est directement identifiée comme une façon de soulager les pressions anthropiques d'un milieu, c'est de cesser les activités de chasse, vraiment. Donc, il y a plutôt dans l'esprit une incompatibilité, et souvent, c'est aussi ce qui va être... on a beaucoup de prélèvements conservatoires, c'est-à-dire qu'on chasse pour le plaisir de chasser, mais on chasse aussi pour gérer des populations, en particulier les populations d'ongulés, dont on imagine qu'elles vont proliférer, qu'il y en aura beaucoup trop si les chasseurs s'en occupent pas. Et un pari très fort du réensauvagement, c'est qu'en réalité, on devrait aussi se laisser la chance d'observer ce qui se passe quand on cesse de chasser et qu'on ne chasse ni les ongulés, ni les prédateurs qui pourraient potentiellement s'en nourrir. Donc, clairement, c'est plutôt des mondes qui sont au moins autonomes, voire adverses. Et qu'on ne chasse pas les randonneurs non plus. On met des panneaux. Merci. Donc, Clara Terville, je travaille à l'IRD, à l'UMR Sens. J'ai une question par rapport au lien entre réensauvagement et le débat autour de land sparing, land sharing, dans le sens où, à la fin de votre présentation, j'arrive quand même un peu avec l'idée que le réensauvagement, ça se passe dans des endroits où on a la maîtrise foncière, on a la maîtrise réglementaire. Et donc, je me demande dans quelle mesure ça peut se poser aussi dans d'autres types de modèles que le land sparing. Donc, dans des espaces partagés, est-ce que ça a sa place aussi pour construire de nouveaux récits de la cohabitation
humains, non humains, dans des espaces partagés, ou est-ce que c'est voué à être confiné d'une certaine sorte dans ces espaces où on a cette maîtrise foncière ou réglementaire? Peut-être, je vais laisser Simon répondre, mais peut-être pour les personnes qui ne sont pas familières de ce débat, land-sparing, land-sharing, soit tu, juste en 2 mots, tu traduis. Non, l'idée, c'est juste comment, en gros, dans la conservation, depuis, on a pas mal un débat pour savoir est-ce qu'il vaut mieux qu'on concentre toutes les activités humaines sur sur la plus petite surface possible pour mettre toutes nos activités et on garde les espaces naturels le plus naturel possible dans tout ce qui reste, ou alors est-ce qu'on essaye de mixer au maximum activité humaine et nature un peu partout. Et en gros, il y a un débat pour savoir qu'est-ce qui est mieux de faire. Est-ce qu'il vaut mieux mixer un peu partout? Est-ce qu'il vaut mieux séparer complètement? Alors, voilà, c'est caricatural, mais c'est un peu ça l'idée. C'est une bonne question et je n'ai pas une réponse absolue. Je pense que il y a un aspect qu'on a très peu évoqué par manque de temps, mais moi, je suis convaincu que dans l'idée du réensauvagement, au moins dans l'idée de la libre évolution et un milieu qui peut être réensauvagé de manière assez bien et voilà, c'est le milieu urbain en fait. En fait, on a pas mal en ville, on commence à voir pas mal de projets qui tournent autour de valoriser, par exemple, autrement que foncièrement et pour construire des bâtiments, les friches ou même les espaces un peu en déshérence en ville. On s'est aperçu que on a, un exemple que j'aime bien, mais c'est parce qu'il est très bête, mais en gros, on a arrêté de mettre des pesticides sur les trottoirs parce que c'est une loi, c'est la loi Labbé qui date de 2012. Depuis qu'on a fait ça, on a plein de plantes qui poussent en ville et c'est assez hallucinant de voir la diversité des choses qui peuvent pousser. En gros, la capacité de résilience des milieux est assez folle, y compris dans des endroits très anthropisés. Donc, en gros, la ville, c'est un bon espace pour imaginer le réensauvagement. Alors, bien sûr, on n'aura pas des grands prédateurs et des grands herbivores. Hein. Les bisons et les loups dans Montpellier, c'est pas pour demain, quoi. Mais par contre, on peut avoir des sangliers. On a des sangliers. On commence à avoir des choses. Donc, on commence à avoir. Enfin, moi, je pense que là, clairement, il y a un truc à étudier et qui est assez intéressant parce que justement, en plus, 80% des gens en France vivent en ville ou travaillent en ville. Ou travaillent en ville. Donc, ça veut dire qu'en gros, la majorité des gens sont des urbains. Donc, si l'idée, c'est de construire un nouveau récit aussi, la ville peut être un bon moyen pour essayer de le construire. Là où pour moi, l'endroit où c'est le plus complexe, finalement, c'est les zones agricoles. Parce que là, c'est là où vraiment réussir à faire du réensauvagement, comme on l'a défini ici, tout en maintenant les activités agricoles, dans notre système actuel, j'ai un peu du mal à voir comment concrètement on peut le mettre en place. Mais voilà, donc en gros, les deux extrêmes du gradient, les espaces naturels qu'on protège et la ville ou les habitats, villes, périurbains, enfin toutes les zones où en gros, c'est pas l'activité agricole intensive qui est majoritaire. Je vois comment on peut faire. Après, dans le milieu agricole, même si il y a des choses qui se font, hein, il y a le farming rewilding qui commence à émerger. Bon, je trouve ça, pour l'instant, je ne vois pas trop comment mettre ça en place. Il y a aussi juste en plus français, il y a Paysans de Nature qui essayent de pratiquer ce qu'ils appellent une agriculture, une paysannerie hospitalière pour le monde sauvage. Et donc, c'est des façons de réensauvager un peu la ferme. Ils font des mares partout. Ils mettent des mares et des nichoirs partout. Mais c'est chouette. Bonjour. Moi, je suis étudiante en 2e année de master de gestion de l'environnement. Et j'avais une question au sujet. À la fin, vous avez abordé donc le fait de faire des croisements pour réintroduire des espèces réensauvagées, qui se rapprochent peut-être de leurs ancêtres ou d'espèces plus adaptées au monde sauvage. C'est vrai que moi, ça me fait un petit peu écho à un sentiment que j'ai qu'au final, les humains ont tendance à appauvrir un peu la diversité génétique des espèces par une pression de sélection qui fait qu'on va sélectionner des caractères qui nous vont à nous, mais qui ne vont pas forcément aider les animaux à s'adapter à leur environnement. Et du coup, je me posais la question de l'objectif un peu de ces croisements génétiques. Est-ce que c'est d'un point de vue d'avoir des espèces qui ressemblent à des espèces naturelles, sauvages, et qui ferait bien, entre guillemets, ou est-ce qu'il y a vraiment une volonté de rediversifier la génétique des espèces et de les rendre plus résilientes à leur milieu et de pouvoir, après, que les écosystèmes s'auto-entretiennent plus facilement sans l'humain par des adaptations génétiques plus efficaces?
Alors là, je dirais, c'est un peu comme plusieurs trucs, il y a un peu de tout, il y a un peu différentes approches. Il y a eu des approches qui étaient vraiment se baser sur le côté vraiment phénotypique. On veut rejoindre un phénotype, en particulier par exemple pour l'auroch, où on voulait revenir à la vache sauvage. Et donc du coup, on se basait principalement sur les quelques images qu'on avait. On a extrêmement peu de matériel pour se baser. Donc en gros, on se disait à la base, on va revenir, si ça ressemble à un auroch, c'est que c'est bien. Et dans les approches plus contemporaines, oui, là, il y a un peu plus cette idée de diversité génétique et aussi de potentiellement retrouver des comportements qu'aurait pu avoir. Voilà. Ça pose plein de questions. Ça pose une grosse question sur le déterminisme génétique des comportements des animaux. De penser qu'on va pouvoir recréer l'auroch. Enfin, non, je repars un peu sur la déextinction, hein, mais c'est pas possible en fait. On ne pourra jamais recréer une espèce qui a disparu. La déextinction, c'est impossible par principe. Par contre, on peut recréer une chimère qui a un génome extrêmement proche de ce qu'étaient ces espèces. Mais est-ce que ça sera ces espèces? Non, ça ne les sera jamais parce qu'elles n'auront pas les comportements, il n'y aura pas tout ce qui va avec pour faire ces espèces. Mais l'idée par contre de faire de la diversité génétique et de rediversifier le patrimoine génétique des animaux d'élevage pour qu'ils soient de meilleurs acteurs de la conservation des écosystèmes, oui, maintenant, clairement, c'est évoquer ce genre de choses. Merci. C'est juste pour rebondir sur ce dernier point. Il n'y a pas une contradiction entre cette philosophie un peu qui est derrière de minimiser le niveau d'intervention humaine et justement d'aller faire des manipulations génétiques pour remettre une espèce, sachant qu'à chaque fois qu'on fait ça, il y a plein de choses derrière qu'on ne contrôle pas et... Oui, complètement. Et là, sur le rock, par exemple, c'est un vieux programme. C'est de la sélection, hein, donc c'est pas des manipulations génétiques, c'est des croisements où on essaye de croiser des individus qui ont les traits, qui manifestent le mieux les traits qu'on souhaite, et puis par croisement successif. Oui, c'est de la génétique, mais on n'est pas dans les nouvelles technologies de manipulation génétique. Néanmoins, pour moi, ça reste vraiment... Enfin, je suis très perplexe. Si on veut des gros mammifères sauvages, on a des cerfs, on a même des sangliers, on a des bisons. Donc voilà, moi, je regarde ça avec curiosité. Mais je pense que dans ce dernier point qui était de se dire que finalement, un projet de réensauvagement, s'il n'offre pas une vraie prise pour repenser de façon assez fondamentale notre rapport à la nature, notre rapport à l'autonomie des milieux naturels, alors, à mon avis, il est... voilà, enfin, moi, je ne le considère pas comme un projet intéressant. Typiquement, on voit dans le réensauvagement comme dans tout, on pourrait même parler de l'éducation de la santé humaine, si le réensauvagement devient un espace de réaffirmation des réflexes de contrôle et de contrôle du monde et du vivant, je pense qu'on manque, on passe un peu à côté des promesses que personnellement j'ai envie de voir là-dedans, quoi. Donc moi, je suis plutôt, je suis plutôt hostile avec toujours cette idée. En fait, c'est ça qui est très compliqué, c'est qu'on se dit, si on regarde dans les questions d'intervention, le petit coup de pouce ou même il y a des programmes de réintroduction qui font rêver, en fait, qui sont merveilleux parce qu'à un moment, il y a 2-3 fanas qui se sont dit, allez, chiche, les vautours vont pas s'éteindre et hop, et on les reproduit et on les réintroduit, machin bidule. Si on regarde en fait la séquence de tous les niveaux d'intervention possibles, de la sécurisation d'une espèce existante en levant les pressions qui pèsent sur elle jusqu'à la résurrection du mammouth, c'est assez difficile de dire à quel moment on a vraiment une différence de nature, de se dire à tel moment on a fait quelque chose vraiment qui relève d'un autre régime de manipulation du monde. Et c'est pas parce qu'on a du mal à trouver la limite qu'il n'y a pas de limite. Mais en fait, dès qu'on pense sérieusement à ces questions, moi, personnellement, je n'ai pas de réponse ferme et dogmatique sur la limite à ne pas dépasser, notamment parce qu'on est tellement souvent dans des situations d'urgence et que parfois, il y a des coups de pouce qui semblent un peu too much, mais 30 ans plus tard, on se dit quand même...
Ah, quand même, ça valait la peine. C'est une réponse un peu floue. Hein. Une dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. Je suis Sophie Caillon, je suis ethno-écologue au CNRS. Donc forcément, je rebondis sur ce que tu viens de dire et sur surtout cette dernière phrase. Et tu as beaucoup parlé, enfin, vous avez beaucoup parlé en fait de la manière dont la nature rend des services, que ce soit à travers les services écosystémiques ou Nature Contribution to People, le dernier concept qui sort. Et est-ce qu'il ne serait pas temps en fait de renverser un petit peu cette relation et non plus de parler de la relation entre les humains et les non-humains, mais des relations qui peuvent exister et notamment en mobilisant des concepts comme ouais, c'est parti de l'écran, mais c'était la dernière phrase. Non. C'est un problème, un bug informatique. Mais ce serait plutôt, c'est pas pour appuyer là-dessus, mais c'est plus, par exemple, tu as le concept de care, de soin, qui pourrait être introduit en fait dans pour re-questionner la question de réensauvagement. Et je pense que ça serait assez intéressant. Et ça permettrait aussi peut-être de mieux identifier qui se cache derrière ces humains. Parce que là, j'ai beaucoup entendu, j'ai plus l'impression que les humains, c'était des écologues, biologie de la conservation, etc. Mais il y a une grande diversité d'humains aussi qui se cachent, comme il y a une grande diversité d'espèces sauvages. Quoi. Et non. En fait, j'ai une autre partie. En ce moment, je bosse sur le réensauvagement et donc j'ai une partie de mon travail qui s'intéresse à écoféminisme et réensauvagement, et notamment à travers cette notion du soin et du care et d'une forme d'immanence par rapport à justement une conservation classique très descendante où on imagine que la nature est là, elle est forte, elle est belle, elle est puissante, et puis ce que doit faire l'humain, c'est s'en mettre à distance et préserver. Et dans certaines formes de réensauvagement, on a quelque chose de beaucoup plus ténu qui relève vraiment de la relation et de l'immanence, où on fait confiance au milieu naturel et au type de relation qu'on arrive à instruire avec. Mais c'est une voie. Et alors, par exemple, je ne sais pas si on a cité, moi j'ai cité des femmes, mais par exemple, il y a Isabelle Attry qui écrit ce bouquin qui s'appelle Wilding Britain, qui a une ferme qu'elle décide de laisser se réensauvager. Et ce livre est assez fantastique, d'un soin qui n'est pas toujours un soin d'intervention, parfois qui est un soin d'attention, qui est aussi le sens du terme care. Care, c'est prendre soin, mais c'est aussi être attentif à. Et je pense qu'on peut, c'est pas gagné d'avance, mais on peut vraiment se servir un petit peu de cette nouvelle. Enfin, il y a une ouverture qui peut être favorable à des approches plus care. Bon, ben, merci Virginie, merci Simon, on va vous applaudir. Merci beaucoup à vous. Donc, juste avant que vous partiez, donc la prochaine conférence aura lieu mardi 14 février. Donc ça s'intitulera « Des savoirs locaux aux interactions socio-écologiques ». Et malheureusement, ça sera encore des gens du CEF qui vont intervenir. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.